Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Amour du maillot pour une interview qui me fait super plaisir aujourd'hui puisque j'accueille peut-être la première personne qui m'a donné entre guillemets ma chance sur les réseaux sociaux, à savoir Seb, à travers Ultimo DS pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment. Donc je vais laisser déjà Sébastien se présenter puisqu'il a de nombreuses casquettes et il a un parcours très intéressant, je pense, et quelque chose qui va vraiment piquer la curiosité de tous les auditeurs et les viewers sur YouTube. Donc je laisse la parole à Seb pour qui nous présente son parcours. Ouais. Salut Idriss, déjà merci beaucoup de me recevoir. C'est super sympa d'avoir pensé à moi pour ces premiers épisodes en plus. Je savais que tu avais très hâte de lancer ce podcast, donc ça me fait déjà très plaisir d'être là. Et puis pour me présenter, donc moi je suis journaliste sportif. Donc je suis pigiste, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs médias, pour les citer en vrac, Le Figaro, L'Équipe, Eurosport, donc je travaille un petit peu à droite à gauche. Et puis, comme tu as parlé d'Ultimo Diaz, avant j'étais rédacteur en chef adjoint d'Ultimo Diaz. Pour ceux qui s'en souviennent, qui ont peut-être suivi un petit peu le site, qui t'ont peut-être découvert même grâce à Ultimo Diaz, donc ancien site de football qui parlait de football, qui était totalement amateur et qui s'est bien développé jusqu'à quasiment se professionnaliser. J'imagine qu'on en reparlera longuement. Et voilà, j'ai aussi une activité assez présente sur YouTube, donc j'imagine on parlera aussi, puisque je fais des petites vidéos, des petits sujets un peu documentaires, reportages sur la NBA. Puisque j'ai pas que le foot dans la vie, j'ai aussi le basket, c'est vraiment mes deux sports de prédilection. Et voilà, c'est un petit peu toutes les activités que j'ai. Ok, ok, super cool. Alors, juste une toute petite parenthèse qui n'a rien à voir. Il y a quelques latences quand tu parles. Donc, si jamais au fil de la discussion, on voit que ça ralentit vachement, je te demanderai juste au pire, de te couper ta webcam. C'est pas bien grave. De toute façon, ce sera quand même sur YouTube. Il y aura un petit écran noir, mais c'est pas un souci. Ok. Écoute, merci déjà pour cette présentation straight to the point, comme on dit en anglais. Tellement de choses. Alors déjà, par quoi je vais commencer? Ouais, alors partons. Voilà, ta chaîne YouTube, par exemple, puisque c'est un peu le cœur aussi du podcast de mettre en avant ça. Ouais. On va parler rapidement de la chaîne YouTube. Moi, je sais, tu m'avais brièvement expliqué comment ça s'était lancé, mais j'aimerais du coup que tu nous dises comment ça s'est lancé et puis où ça en est. Voilà. Comment ça s'est lancé? En fait, alors je sortais encore un peu d'école de journalisme, puisque j'ai fait, comme la plupart des journalistes, une école de journalisme avant de faire des stages et d'entrer un peu dans ce métier. Et en sortant d'école, en fait, j'avais un pied un peu dans le journalisme, mais que dans le web, dans l'écrit. Alors que moi, j'étais assez plutôt intéressé par la télé. Et notamment, j'aimais beaucoup poser ma voix, utiliser ma voix, poser ma voix sur des sujets, des reportages, tout ça. Et du coup, je suis sorti d'école et j'avais pas cette opportunité. Et je me suis dit, c'est quand même dommage et tout. Faudrait que je trouve un moyen d'en profiter, d'en jouer. Et du coup, je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai vu d'autres le faire, un petit peu comme ça. D'autres gens, notamment en France. Le premier auquel je pense, c'est à Trash Talk, à Alex de Trash Talk, pour ceux qui suivent un petit peu le basket, qui fait des vidéos comme ça où il présente des joueurs de basket. Et d'autres youtubeurs américains aussi qui faisaient pas mal ce genre de choses. Et je me suis dit, ça peut être pas mal parce que je savais que j'avais un peu une de mes qualités, en tout cas quand je débutais dans ce métier, c'était de poser ma voix, que on m'a souvent dit que ça passait super bien, que je devais vraiment miser là-dessus. Et donc je me suis dit que je vais faire ça. Et au départ, en fait, c'était plus dans l'idée de je garde un pied un peu dans cette chose, dans ce que je sais faire, pour montrer que je ne sais pas faire juste écrire, je sais faire d'autres choses. Et peut-être qu'un jour, j'ai une opportunité qui va se présenter dans le milieu de la télé ou je ne sais pas. Et puis en fait, ça a eu quand même un peu de succès auquel je ne m'attendais pas. J'ai quelques vidéos qui ont commencé à bien marcher. Et puis en fait, juste, je m'éclatais. Et ce qui était bien aussi, c'est que je travaillais surtout sur du foot au niveau du journalisme. Et là, donc, je travaillais tout seul sur du basket, qui était mon autre passion, autant que le foot. Donc ça me permettait vraiment de me diversifier. C'est vraiment de là que c'est parti, quoi. D'accord, ok. Tu joues au basket aussi? Ouais, je joue un petit peu depuis quelques années maintenant. Je me suis mis très tard, à 18-19 ans, je m'y suis mis un petit peu au basket. Et maintenant,
C'est même un sport que je pratique beaucoup plus que le foot, clairement. Ouais, je vois, je vois. Et donc oui, donc on rappelle hein, pour ceux qui te découvrent là que tu as une chaîne qui a ton nom, Sébastien Ferreira. Donc je vous invite à aller vous abonner, à aller voir ces vidéos. Une chaîne qui marche pas mal, comme tu dis, presque 20 000 abonnés avec des vidéos, vous allez voir très quali. Alors moi je suis pas basket du tout, évidemment. Moi je me suis abonné à la chaîne de Seb il y a un paquet de temps maintenant. Je suis allé voir des vidéos vraiment pour voir plus ce qu'il faisait, plus que pour le contenu, puisque le basket est absolument pas mon sport. Par contre, je sais que dans ma communauté, il y a des gens qui suivent le basket et que du coup, je vous invite à aller voir. De toute façon, sur YouTube, il y aura les liens en description. Dans les descriptions des podcasts, je mettrai tout également. Et donc voilà, donc comme tu disais, YouTube, en fait, t'a donné la possibilité de parler, de créer quelque chose par rapport à ton autre passion qui était le basket. Et le journalisme, alors, ça t'est venu d'où? Bah, le journalisme, ça m'est venu d'où? C'est venu, je sais pas si c'est tard, mais ça m'est venu vraiment à la fin du lycée. Parce que comme beaucoup de gens à ce moment-là de ma vie, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Mais je savais que le sport, c'est quelque chose que j'adorais et je voulais rester dans le sport. Et je me suis rendu compte que bah, j'étais pas trop mal à l'aise pour écrire, voilà, pour m'exprimer à l'écrit. Du coup, je me suis retrouvé à travailler pour le journal du lycée, le truc assez classique, assez bateau. Ouais. Mais j'ai trouvé ça sympa. Derrière, je suis allé à la fac, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir. J'ai fait une licence d'anglais. Donc à ce moment-là, je pensais à peine au journalisme. Non, moi Et aussi, c'est au c'est bout marrant. d'un an ou 2 ans à la fac, en fait, je me suis dit, ouais, peut-être que plus tard, je voudrais faire ça. Aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, en licence d'anglais, ensuite, il fallait faire, en gros, soit prof, soit linguiste ou ce genre de choses. Mhm. Euh, quand j'ai vu un peu à quoi ressemblaient après les cours en master, j'ai compris que c'était pas pour moi. Ouais. Donc c'est un peu, en fait, dans ma troisième année à la fac, je me suis dit, j'ai commencé à vraiment m'orienter vers le journalisme. Et voilà, juste ça me parlait. Je savais que je pourrais parler de sport à ce niveau-là. J'ai vu qu'il y avait une formation dans une école spécialement journaliste de sport. Je me suis dit, Mhm. c'est parfait. Ça va me plaire. Ça va me correspondre. J'ai plongé là-dedans et depuis, c'est totalement ce qui me correspond, quoi. Ouais, c'est vraiment drôle parce qu'on a un parcours un peu similaire en fait. Moi, je suis parti en licence. J'ai toujours su que je voulais faire des langues et je suis parti en licence d'anglais donc à Caen, là où j'étais. Et en fait, pareil, les 2 premières années, j'avais des bonnes notes, si tu veux, mais je savais pas vers où aller. Et je me voyais Ouais, condamné, si tu veux, à faire ce que tu disais, quoi, prof de fac, enfin, machin comme ça, ce qui m'intéressait pas. Et un jour, j'ai eu le déclic, en fait, à une rencontre organisée par la fac, très bête, quoi, où là, je me suis dit, non, je veux faire de la traduction. Et après, bon, j'ai fait mon ouais. je suis parti en Erasmus, puis j'ai fait mon master de traduction par la suite. Mais effectivement, ouais, il y a pas énormément de débouchés très grisants en fait quand tu sais pas trop. Alors t'étais en LEA ou LCE? J'étais en LLCE. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc c'était vraiment anglais. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, c'est vraiment aussi dans ma troisième année où j'ai eu des confirmations, où j'ai vu en fait, j'ai vu notamment, surtout sur le côté linguistique, c'est parti dans des choses tellement compliquées. Je me suis dit, OK, là, Ouais. je suis vraiment largué. Il faut que j'arrête ça. Il faut pas que j'aille plus loin parce que Mhm. là, je suis déjà au maximum. Ouais, c'est ça les concepts. En fait, passer la L2, ça devient chaud. Moi, j'ai eu la chance de faire Ouais, ma L3 en Erasmus parce que déjà, j'ai vu les cours qui étaient dispensés en L3 à la fac. Je me suis dit non, c'est vraiment pas pour moi. Et heureusement que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai un peu bifurqué, que j'ai senti le vent tourner, que déjà en Erasmus, j'avais pris un cours de traduction spécialisé et tout dans le but d'aller faire un master de traduction derrière parce que c'était pas pour moi, ça devenait trop complexe, quoi. Les bases étaient intéressantes, mais après, ça aurait vraiment pas été mon truc, quoi. Et donc, t'es de Paris de base? De base, je suis d'Île-de-France, je suis plutôt du 93. D'accord. Et je suis arrivé à Paris bah, quand j'avais 18 ans. Ok. Donc ouais, je suis clairement, globalement, je suis parisien, je suis toujours sur Paris depuis. D'accord, d'accord. Et donc, pour toi, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, des jeunes notamment, qui seraient peut-être intéressés par le journalisme, déjà, quelle qualité faut avoir pour être journaliste sportif? Bah, déjà, je peux citer un peu les trucs de base, mais évidemment, la culture sportive, je pense que c'est évident. Moi, ce qu'on nous a beaucoup dit au début, quand je suis arrivé dans une formation, donc dans un master journalisme de sport, c'était vous êtes avant tout journaliste avant d'être sportif. Mhm. Donc
clairement, moi, je le voyais pas comme ça dans ma tête, hein. Je peux le dire haut et fort aujourd'hui. C'était le cas de la plupart, hein, on va pas se mentir. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. On va vous dire peut-être, on va vous mettre la pression là-dessus. Mais c'est pas grave parce que ça peut venir avec le temps. Moi, ça l'est vraiment venu ensuite. Mais globalement, il faut quand même avoir de la culture G, de la culture sportive et aussi un goût certain pour l'actualité, forcément, aimer suivre et s'intéresser aux médias. Et quand je dis s'intéresser aux médias, c'est s'intéresser à comment ils travaillent, comment ils présentent les choses. Ça peut être une chaîne télé, comment elle présente ses émissions, ça peut être un site, comment ça présente les choses. Donc il y a un peu tout ça. Et puis après, ça peut prendre plein de formes. Donc ça peut être par exemple d'avoir une qualité d'écriture, d'être facile avec les mots, avec la langue, d'être vraiment à l'aise à l'écrit. Ça peut être plus à l'oral, ça peut être de manière différente. Et il y a certains journalistes qui vont être à l'aise à l'oral et pas à l'écrit, même des journalistes confirmés parfois. Oui. Donc chacun peut y trouver un petit peu ce qui lui correspond, ce qui correspond plus à ses qualités. Mais de manière générale, oui, il faut être assez à l'aise avec les mots, la langue, avec le sport. Et puis après, de toute façon, c'est des écoles, hein, ça forme, ça s'apprend. Pour moi, tout s'apprend. Donc voilà. Ouais, alors après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même s'il y a une formation, bon, il y a des bases quand même. C'est marrant parce que pour le coup, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, puisque je suis traducteur principalement dans le monde du sport aussi. D'ailleurs, j'ai reçu la biographie de Cristiano que j'ai traduite de l'anglais et de l'italien il y a 2 jours. Dédicace. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, malgré tout, même s'il y a une formation, il y a quand même à la base, c'est comme en football en fait. T'as des joueurs qui ont pas trop de talent, mais qui ont tellement bossé qu'ils ont réussi à faire carrière. T'as des joueurs qui étaient très talentueux, mais qui ont rien foutu, donc du coup qui ont pas fait la carrière qu'ils auraient dû faire. C'est toujours un combo des deux en fait, d'être capable, conscient de ses qualités, avoir des qualités et aussi bosser. Et même si tout s'apprend, il y a quand même une base, tu vois, la plume, généralement comme tu dis, le feeling avec les mots et tout, la rhétorique, c'est quelque chose que t'as que par passion pour avoir relu moi des traducteurs qui n'y connaissaient rien en sport traduire dans le monde du sport, tu le vois directement quoi, et ça donne des contenus qui sont pas qualitatifs. Donc malgré tout, il y a quand même de base la passion entraîne, je pense aussi certaines qualités que tu peux pas apprendre quoi. Ouais, clairement. Et puis je pense que quelque part, c'est comme des choses qu'on peut ressentir à l'école. Moi, je peux prendre mon cas personnel qui ressemble peut-être un petit peu au tien. Du coup, si je me suis orienté vers une licence d'anglais, c'est parce que c'est juste parce que j'avais des qualités naturelles avec l'anglais. J'étais naturellement bon sans trop forcer. Pour moi, les langues, ça venait tout seul. Alors, par exemple, les mathématiques, autant j'étais excellent quand il fallait faire du calcul mental et du 8 x 6, 48, ça, il n'y avait pas de problème. Mais alors, dès qu'on m'a mis des X, moi, ma moyenne de maths a chuté et j'ai compris que ces matières n'étaient pas pour moi. Et Ouais, enfin, pareil. même en travaillant énormément, j'atteignais difficilement la moyenne et Ouais. je comprenais pas pourquoi d'autres gens avaient des facilités. Mais il y a d'autres choses où j'avais des facilités, ça venait tout seul. Et ensuite, le journalisme, ça a été aussi un petit peu le cas, à manier la langue, être facile avec les mots, à varier mon vocabulaire. Et puis, ouais, ça a été finalement quand même assez naturel pour moi une fois que j'avais le pied dedans. Ouais, voilà. Et puis ce qui est chouette, c'est que ça t'a permis aussi d'allier tes deux passions, c'est-à-dire la linguistique, les mots et le sport, hein. Tout comme moi, en fait, c'est exactement Ouais. ce qui m'est arrivé. Mais comme tu disais, des fois, les profs au collège ou au lycée te disent, enfin, quand tu te fais dégommer sur ton bulletin en maths ou en physique, tu dis, vous savez, c'est pas de ma faute, quoi. C'est juste que je peux pas, quoi. Ouais. Ouais. J'y arrive pas. Mais effectivement, t'as dû faire un bac L, donc j'imagine. C'est ça, ouais, À tout à l'époque, fait. alors maintenant ça a changé, c'est plus comme ça. Maintenant, c'est plus des filières, mais c'est des options. Mais moi, j'avais fait un bac L aussi. Et bon, quand voilà, les maths de L, ça allait par contre. Les maths de L, ça allait Oui, quand même. voilà. Voilà, Alors, moi, j'ai même pas eu maths en L à proprement parler. J'ai eu que des SVT et physique-chimie. ouais, Mais les maths, j'ai arrêté après la seconde et j'étais pas mécontent. J'étais ouais. bien débarrassé. Ouais, dans mon bahut, moi, on en avait encore des maths en L, mais c'était la base, c'était le programme de cinquième en gros, quoi. Et moi, voilà, ça m'allait très bien. C'était très pratique. Du genre, on allait faire des formules sur Excel, etc. Donc des trucs, tu vois, que je peux appliquer aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc ça me plaisait bien, mais il fallait pas plus, quoi. Déjà, quand ils ont mis un X, c'était compliqué, Mm. même s'il y avait le côté un peu résolution de problème qui pouvait être intéressant, mais mon cerveau marchait pas là-dessus. Dès qu'il y a eu deux X et Y, c'était terminé. Il y avait Ouais, pareil. C'est plus de son, exactement plus ça. d'image. Ouais, c'était assez fan. Et donc, du coup, tu as commencé, donc, à la sortie de ton diplôme de journalisme, que tu as eu en quelle année?
Je l'ai eu en 2018, du coup, en 2018, j'ai fait des stages jusqu'à la fin de l'année 2018, et à partir du 1er janvier 2019, livré dans le monde du journalisme. Ah ouais, c'est très récent. Je pensais que c'était que tu étais sur le marché depuis bien plus longtemps que ça. Et ah ouais, c'est quand même assez récent. Bon, ceci dit, Mm. année dorée, j'ai envie de dire. Peut-être pas pour toi, mais belle année quand même sur le plan sportif. 2018, ouais, une belle année pour certains, effectivement. Voilà. En tant que fan de sport, c'était quand même une belle année à vivre. Ah oui. Et puis, en tant que journaliste, je pense que je suis passé au bon moment parce que je plains ceux qui sont passés après, plutôt en 2020-21, où dans le monde, on avait une période un peu différente. Et je sais que pour lancer sa carrière dans le journalisme, c'était pas forcément le meilleur timing à ce moment-là. Ouais, ouais, bah ouais, j'imagine. Donc du coup, tu t'es lancé directement en freelance et comment t'as réussi en fait à rentrer dans ce monde-là? Puisque j'imagine, c'est comme la traduction, c'est un monde qui est assez fermé, où les places sont Mm. chères, d'autant plus quand t'es spécialisé, tu vois. Ouais, clairement, bah, c'est un très petit milieu où, en gros, ce qu'on dit à chaque fois, c'est un peu tout le monde connaît tout le monde. Et il y a une part de vérité au fil des années, Hmm. tu te rends compte que c'est un petit peu le cas. Et c'est un milieu où il y a très peu de place et où tout le monde veut le faire, quoi. Parce que journaliste sportif, en plus, tous ceux qui aiment le sport, ils entendent des commentateurs, ils voient des choses, ils se disent, bah, moi aussi je peux le faire, ça paraît facile d'accès et c'est très attirant parce qu'on se dit, c'est travailler sur sa passion. C'est vrai que Ouais. parfois, moi, il y a des petits moments où dans mon taf, je me dis, je suis quasiment payé à regarder du foot. Bon, c'est pas souvent le cas, mais des fois, j'ai un peu ce sentiment-là et je me dis, c'est quand même la belle vie, quoi. Ouais, Même pareil, si ça ça reste m'a. du travail toujours. Et du coup, comment je suis entré après dans le milieu freelance, donc, bah, en fait, comme beaucoup, j'ai misé sur les stages que j'avais fait avant, notamment au Figaro, au service des sports, où après 3 mois après la fin de mon stage, j'ai commencé un peu à avoir des piges là-bas. Et en fait, ça a été un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire que comme j'avais fait quelque chose au Figaro, je pouvais envoyer un CV à l'équipe et leur dire, regardez, je sais faire ça, je peux faire ça aussi chez vous. J'ai eu de la chance tout simplement de candidater au bon moment, d'être Ouais. pris, d'avoir le bon timing en ma faveur. Et 3 mois après encore, j'ai fait la même chose avec Eurosport. Je sais faire ça au Figaro à l'équipe, je peux faire ça chez vous. Là aussi, bon timing, bon moment, j'ai été pris. Et puis après, généralement, quand tu commences à être pris quelque part, si ça se passe bien, selon les médias, après, selon ce que tu fais, si tu rentres un peu dans la boucle, ça va, au moins tu rentres et il y a peu de chances que tu en ressortes juste comme ça. Ouais. C'est comme ça, finalement, il y a quand même une bonne part de chance de timing parce que, par exemple, pour un ou deux employeurs, des fois, j'ai candidaté, j'ai pas eu de réponse, j'ai relancé, et des fois, c'est que la deuxième ou troisième fois que j'ai eu une réponse, qu'on m'a dit oui, venez pour un entretien, et c'est comme ça que ça peut se faire tout bêtement, quoi. Ouais, alors ce que tu dis est très très intéressant, c'est quelque chose que j'aime développer moi dans la vie. Je distingue, je suis pas le genre de personne qui dit qu'il n'y a pas de chance ou pas, mais je distingue quand même la réussite de la chance, dans le sens où pour moi la chance c'est quand tu n'as aucune part active ou proactive, tandis que la réussite c'est t'as fait quelque chose et après, un petit peu comme un battement d'aile, si tu veux, il y a des répercussions. La chance, c'est trouver Mhm. un billet dans la rue, tu vois. T'as rien fait pour, il y a un billet qui te tombe dessus, tu vois. Par Ouais, contre, le fait d'avoir su rebondir, s'il y avait une porte entrouverte sur ton ancien stage, je le sais, parce que moi, mon ancien directeur de master, qui était aussi mon directeur de mémoire en master de traduction, que je salue et à qui je voue un véritable respect et une admiration sans faille, comme tous les anciens de ma promo d'ailleurs, et de ce parcours-là en général, il a pris sa retraite récemment. Je lui enverrai ce podcast. Euh, il disait toujours mettez le pied dans la porte. Et c'est quelque chose qui est resté, mais c'est vrai en fait, il faut mettre le pied dans la porte et que il n'y a rien qui tombera du ciel. Par contre, effectivement, chaque graine que tu vas semer, potentiellement, elle va déboucher sur quelque chose. J'ai pris des refus, moi, quand je me suis lancé à la fin de mon master, j'ai pris des refus dans la tronche ou même juste des vues. Tu sais, c'était pas des vues, mais tu comprends, tu démarches, t'as pas de réponse. Puis bon, un jour, ça mord, tu vois. Il faut juste rien lâcher et se ouais, fixer une certaine rigueur. Et puis, il y a des fois où j'ai eu des opportunités, mais complètement inattendues. Mais parce que j'avais quand même fait quelque chose. Moi, ça m'arrive de traduire ouais, pour SoFoot et SoPress. SoPress plus que SoFoot. Les tournois de Roland-Garros, le magazine de Roland-Garros, c'est moi qui le traduis. Parce qu'en fait, ils recherchaient des pigistes fin 2018.
Et je m'étais dit que c'était quelque chose que j'étais à l'aise avec les mots, mais moi, j'avais pas fait d'école de journalisme. Mais dans le doute, j'ai quand même envoyé un CV en disant je suis traducteur. Mais regardez sur le site de l'UEFA, j'ai déjà rédigé des contenus, etc. Moi, je serais prêt à travailler en tant que pigiste pour vous si besoin, voilà. Avec un message un peu dans le ton de SoFoot, tu vois, pas un truc très pro, tu vois, plus un truc un peu Ouais, bien poli sûr, mais ouais. informel, tu vois. Et Ouais, puis, en fait, j'ai été recontacté 2 mois plus tard en me disant on a un besoin en traduction, quoi. ouais. Et en fait, depuis 2019, je travaille régulièrement pour eux sur des contenus divers et variés. Et ça m'est arrivé aussi de traduire des trucs qui avaient rien à voir avec le sport. Mais tu vois, comme quoi, comme tu dis, c'est en fait, c'est toujours, il y a une part de réussite. C'est pas de la chance, c'est vraiment, il y a une part de réussite, mais parce qu'à la base, il y avait une action, tu vois. Il y avait, OK. Effect- Effectivement, ça c'est un conseil que je pourrais même un petit peu donner aussi à ceux qui nous écoutent, à ceux qui veulent se lancer un petit peu dans ce milieu. C'est qu'on ne sait vraiment jamais comment les choses vont tourner et comment une opportunité peut arriver et où elle peut arriver. Mhm. Moi, je peux prendre mon cas personnel. J'ai un poste de pigiste plus ou moins permanent aujourd'hui au Figaro. S'il est arrivé, en fait, c'est parce que quelqu'un devait l'avoir. Pour certaines raisons personnelles, ça ne s'est pas fait. Et j'ai eu la chance d'être un peu dans la file d'attente et qu'il y en ait un autre qui aurait peut-être été plus le profil, mais le mauvais timing pour lui, à ce moment-là, il ne pouvait pas. Mhm. Bon, bah, du coup, ça me tombe entre les mains. Et derrière, il faut fructifier. Et on ne sait aussi jamais qui va nous rappeler, qui va avoir besoin. C'est clair. C'est pour ça que je conseillerais aussi de toujours faire en sorte que toutes les expériences se passent vraiment le mieux possible, même s'il y a certaines expériences qui peuvent être un petit peu désagréables, un petit peu pénibles. Euh, dans une seule expérience, on peut rencontrer tellement de personnes en fait. Mhm. Donc à partir de là, c'est savoir s'entendre avec le maximum de personnes et c'est faire en sorte de rendre la meilleure image possible euh, pour que peut-être à un moment donné, ça tourne un peu en sa faveur, quoi. Ah bah, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis après, bon, on arrive sur un projet ou une pige ou comme ça un peu par hasard, mais on fidélise pas par hasard. On fidélise parce qu'on produit un travail de qualité déjà, qu'on est professionnel, ça c'est très important. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le master de traduction, moi à la base, j'étais mis sur liste d'attente et ensuite il m'avait dit qu'il n'ouvrait pas la liste d'attente. Donc à la base en M1, je devais pas être pris. Et puis coup de bol, en plein milieu de l'été, le directeur du master en question appelle ma mère et dit il y a une place qui se libère. Moi j'étais refait quoi. Et puis au bout du Ouais. compte, en fait, une fois en M2, on n'était plus que 8 à avoir passé le cut, alors qu'à la base des dossiers avant le M1, c'était dossier M1 concours M2. Dossier M1, on était près de 150 à postuler. Et en fait, tu fais partie des 8 derniers, alors qu'à la base, tu n'étais même pas dans la liste des réservistes, tu vois. Mm. Et, Ouais. et comme quoi, tu peux et t'en sortir. Voilà, ça peut faire discours motivationnel un petit peu bidon, mais il faut toujours, en fait, voilà, faire en sorte de bosser et de chercher, je pense que pour être traducteur et pour être journaliste, en fait, les qualités, que ce soit pro, stricto sensu, technique, et les qualités aussi personnelles doivent être à peu près les mêmes, quoi. Euh, Mm. que les relations font pas tout. Faut savoir aussi enfin, être au niveau. Donc ouais, ouais, très très inspirant comme parcours. Franchement, je suis super content de t'avoir sur le podcast. Je te cache pas. J'espère que ça aidera certaines personnes. Et justement, donc en parallèle de tout ça, Ultimo DS alors. Ultimo Ouais, tout, DS, tout à vas-y. fait. Ça m'est arrivé bah, juste quand je suis entré en école de journalisme, le même été où j'ai passé le concours et tout. Et j'ai vraiment commencé ça en même temps. Et en fait, c'est marrant parce que Ultimo Diaz, moi, je connaissais déjà de nom avant d'y postuler. Et en fait, en entrant dans le journalisme, je m'étais dit, ça serait bien que je fasse quelque chose à côté de l'école, que je me lance dans une aventure et tout. En fait, j'écrivais déjà un peu des articles sur un blog. Sur un blog, j'avais créé juste histoire de dire, voilà, j'écris des articles. Mhm. Et je me suis dit, ça serait pas mal de viser un petit peu plus haut, d'avoir une meilleure exposition, tout ça. Et en fait, Ultimo Diaz, pour moi, c'était élitiste. Moi, je voyais Ultimo Diaz et je me disais, mais je me suis dit que j'allais candidater. En fait, j'ai un pote qui connaissait un pote qui connaissait quelqu'un de bien placé à Ultimo Diaz et qui m'a dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et moi, je me disais, ouais, mais j'aurais jamais le niveau. Franchement, là-bas, c'est la crème de la crème et tout, c'est balèze. Et puis, j'ai fait un article test, j'ai tenté, c'est bien passé, j'ai été pris.
Et avec le recul, j'en rigole parce que je me serais jamais imaginé que 2 ans plus tard, j'aurais été rédacteur en chef adjoint du site et je me suis retrouvé ensuite à gérer le site au jour le jour, en fait. Dans le quotidien, à gérer quel article on sort tel jour, à avoir toujours un peu les rédacteurs, rédactrices qui, du coup, venaient vers moi quand ils avaient une question, un conseil, comment orienter tel article. Et donc, ouais, j'ai rejoint ça donc à l'été 2017, quand je suis entré en école de journalisme. Et ouais, ça a été une aventure incroyable qui m'a permis vraiment de me développer à côté de l'école, d'écrire sur ce que je voulais, de tenter des choses, de rater des choses, de comprendre pourquoi je ratais, et aussi un petit peu de me faire déjà un début de CV. Comme ça, quand je postulais un an plus tard pour des stages, bah, je pouvais dire, j'ai pas juste fait une école, j'ai aussi bossé pour ce site, un site qui marche bien, qui fait pas mal de vues. J'ai déjà un petit passif, voilà, je peux vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc ça a été une très bonne idée, un excellent choix, dont je n'imaginais pas qu'il prendrait autant de place ensuite dans ma vie. Ah, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent ces choses-là qui font la différence quand des candidats postulent pour un taf, peu importe. C'est surtout ce qu'ils sont capables de faire à côté plus que leur curriculum à proprement parler, en fait. Et dans la case loisirs, il s'agit pas juste de mettre cinéma, musique, etc. Mm. Quand t'es là, on prend le cas du journaliste. Quand tu es journaliste et que de ton côté, en amateur ou en passionné, tu as fait des articles et des machins et des trucs, les gens ils vont se dire ah ouais lui déjà il est actif, il fait des choses, tu vois, il se contente pas de son diplôme Ouais. et c'est un vrai passionné quoi. Il y a une phrase d'Orelsan qui me motive moi toujours au quotidien. Et c'est ce qui a aussi motivé quand j'ai lancé ma chaîne YouTube et là pour le podcast, c'est si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et dire que t'as pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Effectivement, en fait, il y a rien qui dit que ça va marcher. Mais une chose est sûre, c'est que si tu fais rien, ça marchera pas. Et ça c'est vrai que c'est assez, bah ça c'est vrai quoi. Et ton parcours le prouve. Et Ultimo Diez, c'était la référence pour énormément de monde, les puristes du football, quoi. Moi, c'est pareil, quand je lisais les articles, je me disais, OK, c'est au-dessus de moi, quoi. J'ai eu la chance de participer à l'article final, au bouquet final de chacun son numéro 10. D'ailleurs, j'en Ouais. profite pour saluer Nicolas, en fait, grâce à qui j'ai pu rentrer en contact avec toi, qui est à l'autre bout du monde actuellement, mais j'en profite puisque qui est un pote du lycée, pour le coup, un canet aussi comme moi, et donc j'en profite pour lui faire un coucou. Et Ultimo Diez, c'était vu comme une référence. Et donc, explique-nous, en fait, sur la fin déjà, ce que ça a impliqué de gérer un site aussi grand et aussi connu, comment ça se faisait, et puis ben, pourquoi ça s'est arrêté. Bah, alors, déjà, si je peux juste revenir sur la phrase que je trouvais très intéressante d'Orelsan sur le côté pas de matos, tout ça, ça me fait penser à une chose, c'est que effectivement, dans le journalisme aujourd'hui, vraiment, il n'y a parfois pas besoin de grand-chose pour produire quelque chose. Un exemple, vous voulez faire un reportage, bah, vous avez sûrement un smartphone, bah, filmez avec et faites votre reportage, quoi. Mhm. Vous avez de quoi filmer, en fait. Et Ça. je dis pas ça vraiment en plaisantant, parce que il y a même des chaînes télé qui utilisent un iPhone pour filmer des reportages qui passent ensuite à la télé, parce que la qualité d'image, elle est extraordinaire. Et il n'y a pas besoin d'une immense caméra, d'un rétroprojecteur ou de je ne sais quoi. Parfois, il suffit vraiment de pas grand-chose. Voilà. C'est juste pour la petite parenthèse. Mais sinon, ouais, pour revenir à Ultimo Diez, bah, sur la fin donc, de gérer un tel site, bah, c'était d'être présent un petit peu tous les jours. C'était en fait, pour bien expliquer, en gros, il y avait le fondateur du site, Maxime Masson, que je salue Oui, qu'on salue s'il nous évidemment. écoute, et j'imagine qu'il nous écoutera, qui était vraiment le rédacteur en chef du site, et lui qui gérait plus que la gestion quotidienne, qui gérait des grands projets pour Ultimo Diez, qui gérait des relations avec des partenaires pour essayer de professionnaliser les choses, qui gérait vraiment des choses qui allaient bien au-delà de simplement le site entre guillemets. Et donc c'est moi qui me retrouvais un peu sur la fin vraiment à gérer le site au quotidien. Donc à avoir quelqu'un qui me dit ah, pour ce samedi, j'aimerais faire un article sur le Barça, ça pourrait être pas mal. Ok, mais moi je lui disais ok, mais on va plutôt l'anglais sur ce côté-là, sur ce joueur-là, ça serait bien de faire un focus sur ce joueur-là, c'est le bon moment de faire un petit peu, de décider un petit peu de quoi on parlait et de comment on en parlait, et d'orienter un petit peu et de dire non, ça en fait on va le garder pour plus tard, on va le sortir la semaine prochaine, ce sera un meilleur timing.
Donc c'était vraiment la gestion comme ça au quotidien, de gérer tous les petits aléas, et il y en avait tout le temps, Bah forcément. de questions de timing, d'avoir quelqu'un en interview, est-ce que tu as le contact de machin, comment est-ce que je pourrais essayer de le contacter, tu as plein de petites choses comme ça, tu as le fait de relire les articles par exemple. On avait un peu un groupe aussi de secrétaires de rédaction, donc il fallait gérer ça, il fallait que l'article soit prêt, il fallait qu'il soit relu, il fallait qu'il soit bien mis en avant sur le site, fallait gérer l'aspect réseaux sociaux, donc ça aussi, il fallait avoir un peu un œil là-dessus. Donc j'avais un petit peu la gestion de tout ça. En même temps que j'essayais moi-même de rester un petit peu rédacteur, d'essayer de contribuer encore, je pouvais encore avoir parfois quelques idées, mais ça devenait forcément plus compliqué avec le temps. Et donc c'était quand même pas mal de travail au quotidien en fait. Un peu tous les jours, tu t'impliques. Même quand tu veux souffler un petit peu, il faut que tu aies un œil. S'il y a une galère, c'est vers toi qu'on se tourne. Donc ça impliquait tout ça. Et sur la fin, si ça s'est arrêté, bah, la raison, elle est simple, c'est que ce projet, il a eu plusieurs vies. Maxime Masson pourra en parler beaucoup mieux que moi parce que lui, il a été là depuis le début. Je crois que c'était fondé en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a eu quand même une certaine longévité pour un média amateur, c'est énorme. Ça a vécu 6 ou 7 ans, c'est énorme vraiment. Les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est beaucoup. Euh, et donc, c'est un média qui voulait se professionnaliser, sauf que ça comportait beaucoup de risques, beaucoup d'aléas, surtout avec le Covid-19 qui ne nous a vraiment pas aidés. Un moment fort que je garde, le plus fort peut-être que je garde de l'aventure Ultimo Diez, c'est le fameux match PSG-Dortmund. Les gens se souviennent peut-être juste avant qu'il y ait le Oui, confinement. oui, oui. Match au Parc des Princes à huis clos, huitième de finale retour. Au Ultimo Diez, on avait pour la première fois organisé une soirée à Paris. On avait invité 200 personnes, je crois. On a invité 200 personnes à assister, à vivre le match avec nous sur un immense écran, comme dans une salle de cinéma. C'était un événement énorme qu'on pensait renouveler, qu'on n'a évidemment jamais renouvelé puisque Covid-19. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a mis quand même un sacré coup dans l'espoir de se professionnaliser, tout ça. Et on s'est aussi confronté ensuite aux réalités de ces médias indépendants euh, pour passer un cap et pour passer du statut d'amateur bénévole au statut de professionnel. Bah, c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir peut-être sinon des mécènes. C'est des choses très difficiles à trouver, à mettre en place, ou c'est des choses qu'on peut mettre en place, mais peut-être par exemple en étant sponsorisé avec des sponsors qui ne nous parlent peut-être pas forcément, qu'on n'a Oui. peut-être pas forcément envie de trop mettre en avant. Il y a souvent eu le sujet sur les réseaux sociaux, notamment des paris sportifs qui sont de plus en plus prenants et tout le monde n'est pas forcément fan et notamment pas fan de l'idée de s'associer à ça. Euh, et à un moment donné, en fait, être un média indépendant, amateur, bah, c'est comme tu le disais, tu parlais tout à l'heure un peu que c'est un peu comme un loisir, que c'est quelque chose que tu prends sur ton temps quand tu es en plus journaliste, que tu prends sur ton temps, dans lequel tu t'impliques. Bah, au bout d'un moment, tu n'as plus forcément l'énergie pour ça, tu n'as plus le temps, tu tires un petit peu la langue en fait. Mhm. Et puis aussi, à un moment donné, tu vieillis, tu es adulte. Moi, je me retrouve lancé dans le journalisme. Euh, En fait, ce que je fais pour Ultimo Diez, je le fais déjà pour d'autres médias, sauf que pour les autres médias, je suis payé comme n'importe qui avec un salaire classique. Ce qui n'est évidemment pas le cas avec Ultimo Diez. Donc, pour certains aussi, quand tu arrives à un certain âge, que tu as peut-être des projets de vie, projets de famille, euh, tenir un site et être aussi impliqué au quotidien, c'est très compliqué. Et on a préféré finalement arrêter en étant entre guillemets au top, en tout cas en arrêtant, en ayant bien tourné, en étant en très bonne santé, on va dire, Ouais. plutôt que de laisser le site mourir petit à petit. Et c'est comme ça qu'on a fini par tirer notre révérence il y a maintenant un an et demi. Ouais, bah à la fin de l'euro, en fait. C'est ça. Ouais. Et alors ouais, effectivement, en fait, ça permet aussi de mettre en lumière de nombreux. Par exemple, on voit souvent sur Twitter en fait des mecs qui tiennent des comptes. Par exemple, il y avait Barça FR, je crois, à une période avec qui on était pas mal en contact via l'UEFA. Et en fait, qui, bah voilà, au bout d'un moment, pareil, a arrêté. Et on voit ça régulièrement, en Ouais. fait, des médias qui disent, bah après tant d'années, voilà, on décide d'arrêter. Et bon, c'est malheureux, effectivement. J'ai en tête un média qui s'appelait Sport à Caen,
qui couvrait tous les sports à Caen, comme son nom l'indiquait. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour survivre et continuer de vivre, en fait, c'est qu'ils se sont intégrés au site actu.fr. Et donc, ils couvrent le sport à Caen, mais pour actu.fr. Et c'était en fait le moyen pour le site de vivre. Comme tu disais aussi, c'est pareil, les paris sportifs. Chacun son point de vue là-dessus. C'est quelque chose de mal et en même temps, t'es pas la entre guillemets, t'es pas, t'es la daronne de personne si tu veux. Donc si tu préviens tout le monde, après, tu vois, les gens, si via toi ils vont pas parier, ils iront parier via un autre canal aussi, tu vois. Donc tu peux pas, t'es pas Mm. responsable des addictions des gens, tu vois. Si tu les préviens, que tu fais les choses en bonne et due forme. Après, les gens qui sont pas capables de comprendre qu'il te faut une source de revenus, euh, tu auras beau leur expliquer, ils comprendront pas. La critique est aisée, mais l'art est malaisé, comme on dit. Et j'ai fait justement un podcast, j'ai enregistré donc le deuxième épisode de ce podcast euh, avec l'Ovaliste, donc qui a une grosse chaîne de rugby en France. Et lui, on lui a souvent reproché, ouais, mais tes pubs sur YouTube, c'est chiant, parce qu'il avait des sponsors ou quoi. Et il disait aux gens, mais il y a un YouTube qui est ouvert, hein, si vous voulez me donner de l'argent, il n'y a pas de souci. Puis il n'y aura plus de pub au bout d'un moment. Il faut le comprendre, ça aussi. Euh, que, que les médias gratuits, ils sont pas gratuits n'importe comment. Et on en parlait justement avec Roméo, le valiste, que les gens, je pense que les Français aujourd'hui, les deux tiers, ils ne savent pas pourquoi ils ont la télé gratuite, tu vois. Mm. Je pense qu'aucun ne fait la corrélation entre les publicités et la télé gratuite. Pour eux, c'est un acquis, c'est Ouais. quelque chose. Voilà, la télé, elle est gratuite. Et non, en fait, la télé, elle est gratuite parce qu'il y a des publicitaires et que les encarts de pub, ça a un coût, quoi. Et donc, malheureusement, donc, bah, voilà, Ultimo Diez donc, a quand même recherché des partenaires, mais n'a pas pu trouver les partenaires pour les soutenir, quoi. Ouais, et puis ce que tu dis, c'est très intéressant sur la gratuité. Moi, c'est quelque chose que je m'attraquais souvent, surtout quand il y avait un gros article vraiment très fort, très intéressant sur Ultimo Diez. C'est ce que je répétais à chaque fois sur Twitter. C'est une chance d'avoir un média pareil qui est gratuit, de lire des choses qu'on pourrait lire sur d'autres médias où clairement ça serait payant et ça serait logique, normal. Et Mhm. sur certains médias, ça se retrouve être gratuit et il faut vraiment ne pas prendre ça pour acquis parce que bah, voilà, ça ne dure pas une éternité. Et effectivement, sur la recherche de partenaires, alors moi j'étais évidemment beaucoup moins impliqué là-dessus, ça c'était plus le travail de Maxime sur la fin. Mais effectivement, c'est compliqué. Et puis en fait, pour être un peu transparent sur la fin, on avait des discussions avec certains potentiels partenaires, on nous avait fait des offres clairement, avec des montants, telle somme sur telle période, et ça impliquerait de mettre en avant le sponsor de telle façon. On a réfléchi, je sais qu'à un moment donné, on avait dit définitivement non, qu'on nous avait fait une contre-proposition au dernier moment avec une grosse réévaluation, et qu'on leur a dit à notre partenaire, mais en fait, non, vraiment, la somme, vous êtes encore très loin du compte. La somme était pourtant très très élevée, mais en fait, pour se lancer, ça demande ça demande tellement de moyens, tellement de possibilités, où tu peux le faire avec peu de moyens, mais dans ce cas, tu prends un énorme risque. Ça veut dire peut-être de quitter ton taf actuel et de prendre du coup un taf, entre guillemets, à ultimo dièse, mais en étant payé 2 ou 3 fois moins. Euh, je pense que ta passion, elle a un petit peu ses limites aussi, évidemment. Bah oui. Surtout quand tu ne sais pas jusqu'où ça peut te mener, quand tu sais que la sécurité que tu auras, bah, en fait, elle va dépendre uniquement de toi. C'est-à-dire, il faut que tu réussisses, il faut que tu performes à tout prix ensuite. Donc ça peut t'impliquer d'accepter des choses qui vont encore moins te plaire, mais entre guillemets pour l'argent. C'est même pas pour l'argent, en fait, c'est pour la survie que tu vas accepter. Donc oui, pour ces médias-là et pour YouTube aussi, on pourra en reparler bien en détail ensuite. C'est très compliqué de survivre à ce niveau-là parce que ça rapporte absolument pas. Et moi, je suis content à chaque fois que je vois des youtubeurs, des médias ou quoi, qui font ce qu'on appelle des OPSP, qui mettent en avant un produit, qui font clairement un partenariat publicitaire. Moi, je suis content parce que, en fait, c'est quelque chose déjà que tu peux souvent zapper sur YouTube. Si ça te plaît pas, tu avances d'1 minute et tu zappes le truc. Et en fait, je sais que ça va pas mal leur apporter et que ça va leur permettre de travailler, en fait. Ça va leur Exactement. permettre de vivre ensuite et de continuer ce qu'ils aiment et d'offrir en contrepartie des choses tellement qualitatives.
le parallèle avec la télé que tu fais, il est excellent parce qu'en fait, c'est exactement ça. Tu vas regarder une pub pendant 5 minutes et derrière, je sais pas, tu adores la Starac, bah, tu vas regarder au total une pub pendant un quart d'heure et en échange, tu as le droit de regarder pendant 2 heures la Starac, un programme que tu adores, super, ou n'importe quel autre programme. C'est ce procédé en fait. Exactement, exactement. Alors là, pour le coup, pour citer, parce qu'à la télé, c'est pas des pubs ciblées, mais pour ce qui est de l'Ovaliste que je citais en exemple juste avant, tous ces partenariats ont toujours eu un rapport avec sa chaîne ou le rugby en général. Et c'était des sponsors qui étaient en plus intéressantes, vraiment intéressantes, tu vois. C'était pas un placement de produit bête et méchant. Mm. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une bonne chose en fait qu'il y ait des sponsors qui s'intéressent à ces mecs-là, et puis qu'il faut qu'ils passent du temps sur les vidéos. Quand tu passes entre, je sais pas moi, du tournage, écriture, tournage, montage, quand tu passes, je sais pas, entre 2 et 6 heures sur une vidéo, c'est normal d'être rémunéré, tu vois. Mm. Et ça, faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de s'abonner. Quand un créateur vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien en fait. Ça, c'est littéralement gratuit et ça prend même pas une demi-seconde de cliquer sur le bouton de s'abonner. Regardez la vidéo au moins 1 minute pour que ça comptabilise une vue. Nous, on sait ce que ça implique ce travail-là, donc on le fait naturellement. Mais les gens le font pas parce que juste pour eux, c'est normal d'avoir du contenu gratuit, sauf que vous vous rendez Mm. pas compte du taf gratos qui est abattu derrière et qu'il faut en fait que ça change. Et en vous abonnant et en faisant ces choses-là, vous, ça vous coûte rien. Et d'un autre côté, bah, ça va permettre de grandir petit à petit et puis d'intéresser d'autres gens et ça va faire tache d'huile, quoi. Et, et comme tu dis, c'est super intéressant et beaucoup donc ont regretté ça que Ultimo DS se termine, mais ça permet aussi aux gens de comprendre les implications d'un tel média qui était devenu immense, enfin, qui a permis aussi à beaucoup d'étudiants en école de journalisme de faire ce que toi tu avais construit de tes mains en fait, avec le Mm. côté blog, etc. Il y avait des étudiants de tous bords, hein, il y avait des graphistes aussi, etc. Et il y avait l'équipe d'Ultimo Diez, en fait, comprenait énormément de monde, de plein d'environnements différents. Et ça permettait justement bah, de se faire la main aussi, tu vois. Et malheureusement, alors, c'est pareil, quoi. C'est triste, en fait, la fin d'une telle aventure, mais c'est malheureusement bah, la réalité du monde actuel, quoi. Ouais, 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 c'est que pour continuer, c'est trop compliqué, trop risqué, ou ça peut être, pour ce genre de médias, ça peut être de se faire racheter, par exemple, mais peut-être de perdre un petit peu de son originalité, de plus trop savoir où on va. Mais au global, je sais que la principale fierté, en tout cas pour moi, et je sais que c'est aussi le cas pour Maxime Masson, c'est surtout d'avoir vu des gens qui sont passés par là et d'avoir eu au final c'est un peu cette étiquette de centre de formation pour journalistes. Exactement. Après, ça a aussi été un bonheur pour des simples passionnés qui n'avaient rien à voir avec ce milieu, qui voulaient juste écrire sur du foot, et certains l'ont très bien fait. Et, et au final, il y a des gens qui sont passés par là, qui se sont ensuite lancés dans le journalisme et qui ont réussi. Et je sais qu'en plus, Ultimo Diaz finissait par être reconnu sur un CV. Je suis allé dans une ou deux rédacs et quand je disais que j'étais d'Ultimo Diez, c'était plutôt un bon point. J'ai même eu déjà quelqu'un à Eurosport qui m'a dit, qui m'a reconnu, qui m'a dit Ah, mais je te connais, t'es le mec d'Ultimo Diez. C'est quand même super, Ouais, c'est super gratifiant gratifiant. Ouais, pour ouais. moi, pour le média. C'est quand même une marque de reconnaissance. Donc ouais, après, pour passer un cap, enfin, c'est extrêmement compliqué, d'autant Mm. plus dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, vraiment, la période Covid-19, je pense que si ça n'avait pas été le cas, il y aurait déjà eu un peu plus d'espoir. Il y aurait moyen de créer un peu plus de choses. Là, c'est un peu mal tombé. Mais ouais, pour passer un cap, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, Ultimo Diez, enfin, voilà, avec Maxime et d'autres, on en a rigolé parce que tous les ans, on disait que c'était un peu The Last Dance pour paraphraser Michael Ouais. Jordan. C'était un peu à chaque fois, on se disait, bon, c'est cette année ou jamais. Et à chaque fois, on se disait, ah ouais, mais on va quand même pas arrêter, on va pas laisser tomber, on va remettre une pièce dans la machine. Et au bout d'un moment, il fallait savoir dire stop. Et je suis très content parce que je pense qu'on a arrêté dans de bonnes conditions. Et Ouais. aujourd'hui, je pense qu'on n'a aucun regret à avoir là-dessus.
Non, bah voilà, de toute façon, quand tu tires ta révérence, voilà, tu cherches à le faire le mieux possible. Et justement, moi, j'ai eu la chance, j'avais une chaîne qui avait à peine 100 abonnés, 200 abonnés, je crois. Mais j'ai eu de la chance que mon contenu et la façon dont je le présente, bah, vous plaisent. Et j'ai eu la chance de faire des vidéos, voilà, pour la fin de votre chaîne YouTube, en fait, de la redynamiser une dernière fois et de faire des vidéos sur les maillots de l'Euro. Et c'était une super expérience, hein. C'était top, quoi. Moi, ça m'a permis bah voilà, quoi, de me faire connaître aussi. Je pense qu'il y a des gens qui m'ont découvert grâce à vos vidéos, enfin à votre chaîne. Et ouais, franchement, c'était vraiment super. En plus d'avoir pu échanger un peu, d'avoir écrit un petit bout, un petit hommage à Julien Ferré sur Ultimo DS. Ouais, Il l'avait bien mérité. exactement. Mais j'aurais jamais cru ça, en fait. C'est très, très drôle parce que, mais encore une fois, ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout ça, que ce soit Ultimo DS, les chaînes YouTube, les machins, ce serait pas possible si tu prends pas ton courage à deux mains et que tu te lances pas pour créer quelque chose, tu vois. Et Hum, malheureusement, je pense et ce serait bien de vivre dans un monde où les gens qui créent sont ben, mieux référencés, mieux rémunérés, des gens qui parlent de choses qui sont pas mainstream et qui sont pourtant très très intéressantes parce qu'il y a un public pour ça. Moi, je pense à des chaînes actuelles, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des chaînes qui montent tout doucement, mais qui peinent un peu parce que justement leur contenu est très niche et pourtant c'est du contenu de qualité, quoi. Donc ouais, voilà, les gens qui se demandaient pourquoi Ultimo DS n'existait plus, bah, vous avez votre réponse. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner. Donc ça, déjà, on a quand même pas mal couvert de trucs. Et, euh, et donc, on voit au décor, alors ceux qui nous écoutent en podcast ne le voient pas, mais dans le décor, vous voyez qu'il y a beaucoup de maillots du Portugal. Est-ce qu'il y en a un peu trop? Peut-être. La moitié des maillots sont ceux La du moitié, Portugal, hein, la dans cette moitié. Il y vidéo. a 5 maillots de foot, un maillot de basket et il y a 3 maillots du Portugal. Donc on va parler de ça justement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est que, comme ton nom l'indique, tu es d'origine portugaise. Donc d'origine par ton père ou ton Ouais. grand-père? Enfin, je veux dire, qui a la nationalité portugaise? Par mon père qui a la nationalité portugaise. D'accord, ok. Et donc du coup, toi, alors, est-ce que tu pourrais déjà nous parler du club que tu supportes? Moi, je le sais, mais tout le monde le sait pas. Et t'as vu, je t'ai pas fait l'affront de mettre un maillot de Porto. J'ai failli, hein. Ah oui, t'as failli, parce que t'as un Ouais. maillot de Porto, c'est déjà une mauvaise nouvelle hein, en soi, hein, donc, Et c'est un cadeau qu'on m'avait ramené du Portugal quand j'étais au collège en quatrième. C'est le maillot de 2004-2005, le bleu marine. Et donc autant dire celui-là, il a de l'âge. Je l'ai porté. Et je l'ai retrouvé l'autre jour, ce maillot-là. Et c'est vrai que comme j'avais pas trop, je voulais faire un décor portugais. Je fais non, je vais pas lui mettre un maillot de Porto. Donc ouais, parle-nous de ton club et de du supporterisme, tiens, en général, de ton supporterisme, toi, du Portugal, de ce rapport que tu as avec le Portugal. Bah, du coup, certains auront pu le deviner. Moi, mon club, c'est Benfica au Portugal. Bah, juste de par ma famille, on supporte Benfica, donc je supporte Benfica classique, hein, parcours un peu traditionnel. Et après, sur mon rapport, en tout cas, au Portugal et au supporterisme, c'est un rapport déjà très intéressant parce qu'il a un peu évolué sur les dernières années. Où, moi, quand j'étais petit, clairement, dans ma famille, on supportait le Portugal à fond, c'était toujours le Portugal, parce qu'on avait des attaches encore très très fortes avec ce pays. Et parce que en plus, c'est un pays qui faisait quand même un petit peu rêver niveau football à la fin des années 90, début 2000, où commençait à y avoir cette génération dorée, cette belle génération de très beaux joueurs. Et donc, moi, j'ai toujours été à fond pour le Portugal. Mon premier souvenir, c'est la Coupe du Monde 2006. J'ai des souvenirs encore très clairs. J'avais que 9 ans, mais j'ai encore des souvenirs très clairs du penalty de Zidane en demi-finale. Euh, Moi, j'ai toujours été à fond pour le Portugal et jamais du tout pour l'équipe de France, parce que justement, pour moi, l'équipe de France, c'était le rival. Ah ouais. C'était l'ennemi juré. Et à raison, parce que ça a toujours été la bête noire du Portugal pendant Ouais, des ouais. années. Il y a eu l'Euro 84. D'ailleurs, pour l'anecdote, le jour où la France élimine le Portugal à l'Euro 84, c'est le jour du mariage de mon père. Donc, comme quoi la vie est bien faite. Et ça a été aussi l'Euro 2000.
ça a été la Coupe du Monde 2006. Donc, moi, j'ai grandi avec cette frustration vis-à-vis de la France, de me dire, c'est la France qui nous brise le rêve à chaque fois. En plus, en 2006, je pense vraiment que le Portugal aurait dû la gagner. C'était pour le Portugal, cette Coupe du Monde. Ah Clairement, ouais? ils avaient l'équipe pour, c'était parfait. Les planètes étaient alignées et ça se joue enfin, ils ont un super parc contre les Pays-Bas, l'Angleterre. C'est vraiment cette génération qui était. Enfin, la France a pas un parcours dégueulasse non plus quand La France même. a un beau parcours aussi, mais c'est vraiment celle-là, je trouve que le Portugal aurait dû aller chercher. Alors que 2016, C'est pas dire que ça vient improbable. de nulle part, mais c'est quand même très différent. Mais du coup, j'ai toujours grandi avec cet amour clairement pour le Portugal et en fait, c'est venu vraiment assez étrangement en 2016 en fait, où j'ai commencé un peu à apprécier la France, à apprécier cette équipe de France et à me dire peut-être aussi le sentiment que l'Euro était à domicile et du coup de me dire bon, en fait, je me disais en 2016, bon, le Portugal n'ira pas au bout, hein, il faut pas se leurrer. Hmm. Si une équipe doit aller au bout, bah, autant que ce soit la France. Et je voyais le tableau se dessiner et je voyais la finale se rapprocher lentement. Et je commençais à avoir très peur parce que je me suis dit que la dernière chose que je voulais de ma vie, c'était la France qui bat le Portugal en finale en France. Hmm. Et en fait, la victoire du Portugal, ça m'a aussi fait avoir un petit peu de la peine pour la France, parce qu'il y a des joueurs que j'aimais bien de cette équipe, parce que c'était aussi des amis supporters qui avaient forcément un peu le cœur brisé. Et j'aimais bien en fait ce que véhiculait cette équipe de France, ses joueurs, son groupe, ça me parlait. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal d'affection pour l'équipe de France. Bon, c'est toujours le Portugal en haut, bien sûr, mais avec le temps, j'ai vraiment fini par avoir un lien un peu plus fort avec l'équipe de France. Et aujourd'hui, j'aime bien quand même regarder ces matchs et un peu la soutenir et m'enflammer sur un but, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'avais 12 ou 13 ans, par exemple. Euh, Maintenant, c'est toujours un lien quand même clairement plus fort avec le Portugal. C'est toujours mon pays. C'est même un pays dont j'ai tardé à apprendre la langue, mais aujourd'hui, j'apprends la langue et où j'ai bien appris là-dessus. C'est un pays où je suis rarement allé quand j'étais petit et maintenant, j'y vais un petit peu plus, avec lequel j'ai voulu vraiment nouer un lien fort finalement. Et donc voilà, en termes de supporterisme, aujourd'hui, je suis à fond derrière le Portugal et je pense que j'ai un ou deux maillots là qui le prouvent pour ceux qui regardent la vidéo. Ouais, les maillots de 2012, si je ne m'abuse. Et, C'est ça. euh, ta mère est portugaise aussi? Elle est d'origine portugaise, en fait, comme moi. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est marrant, tu vois. Ouais, en 2016, t'avais pas peur d'avoir à choisir en finale, quoi. C'était, parce que Ah non, ton non, choix était déjà fait. moi, le choix, il était fait, il y avait aucun souci, hein. Il y avait aucun souci Ouais. et justement, j'avais très, très peur de cette finale parce que enfin, c'est la bête noire, quoi. Pour moi, je me suis dit, c'est tellement écrit. Enfin, les jours qui précèdent la finale, j'étais mais déprimé. Pour moi, c'était écrit comme à chaque fois. Le Portugal allait encore perdre contre la France. Euh, Enfin, clairement, pour moi, il y avait aucun doute et la victoire n'en a du coup été évidemment que plus belle, quoi. Ouais, ouais, oui, oui. Bah alors après, bon, moi, cette finale, j'ai un rapport assez particulier avec parce que pour l'anecdote, et c'est vraiment pas des conneries. Je suis un très mauvais pronostiqueur. Ouais, Mais dans ma salle de sport à l'époque, ils avaient fait un petit concours de pronos pour l'Euro 2016 et à la finale, en fait, tout le monde était, ah, on va les cartonner et tout. J'ai dit, les mecs, on va perdre la finale, c'est sûr et certain. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu le nez aussi creux. J'ai dit, les mecs, ils ont rien à perdre. Ils sont là, mais ils sont arrivés par tu sais même pas comment. Ils ont fait que des prolongues. Ils ont pas gagné un seul match dans le temps réglementaire. c'est pas. C'est pas vrai. Ça, tout le monde le dit. Je tiens à dire à chaque fois que c'est pas vrai. Ça, c'est une fake news. Le Portugal, ils ont gagné 2-0 en demi-finale Oui, oui, contre voilà. le Oui, Pays de non, ils en Galles. ont gagné Je qu'un, veux qu'on pardon. mette les points sur les. Oui, oui, ils en ont gagné Voilà. qu'un, j'exagère. Non, non, mais ouais, effectivement. Et ils ont gagné qu'un match sur comment, enfin, c'était 6 matchs, du coup, ils en ont gagné qu'un dans le temps réglementaire. Ils se sont qualifiés en tant que meilleur troisième. Ils ont rien à perdre. Ouais. Et puis, ils vont être quasiment chez eux aussi au Stade de France. Enfin, ce sera moitié-moitié. C'était, je voyais le truc venir. Et vérité, quand Cristiano se blesse, tout le monde était yes. Je dis, c'est même pas la peine. Ils vont se battre pour lui et c'est chercher même pas. Ils vont être comme des morts de faim. Et la finale, on va la perdre. C'est encore plus sûr qu'on va la perdre. Et on a fini par la perdre comme des cons. Et en fait, ça me rappelle ce que Thierry Henry il dit de la finale France-Italie dans Rendez-vous le 9 juillet, et qui dit
si on allait au péno, enfin si on allait en prolongue, je savais qu'on perdait parce qu'on on aurait dû gagner avant en fait. Et en fait là c'est pareil. Quand Gignac il met le poteau, tu sais que c'est fini, c'est terminé en fait. Et quand tu sens un peu le foot, que c'était trop beau. Les Français, ils sont arrivés en fanfaronnant à la finale. Les médias, ils Mm. fanfaronnaient aussi, comme ils ont l'habitude de faire, comme on a pu le voir avant l'Euro 2020 et toute l'Europe nous les envie et les machins, tout ça. Et moi, à chaque fois, ça me fait rigoler de voir que personne ne retient ces leçons-là. Et en fait, j'ai envie, limite, l'Euro, on méritait de le gagner, mais la finale, on méritait pas de la gagner parce qu'on a eu trop le cigare en fait. Moi, Mm. c'est ce sentiment que j'ai. Par contre, et encore une anecdote qui est vraie, un pote de ma salle de sport, de mon autre salle de sport à Caen, à qui j'ai dit, on parlait en 2017, un peu avant la Coupe du Monde. Ouais. Et non, ouais, c'était à peu près ça. On reparlait de la finale France-Portugal et je lui ai dit, on va être champion du monde en 2018 parce que ça, c'est le genre de finale qui t'apprend des leçons, qui t'apprend une leçon. En fait. C'est quand tu as perdu une finale comme tu l'as perdu comme ça chez toi, dont genre, toutes les planètes elles étaient alignées. Je peux dire que quand ils vont être à la Coupe du Monde, les mecs, ils reperdront pas comme ça. C'est sûr, quand tu Ouais. as fait un peu de sport, que tu as joué en compétition, c'est le genre d'alchimie que tu comprends. Et en fait, quand tu revois les Mm. images de l'avant-match France-Croatie dans les vestiaires, c'est exactement ce que les mecs se disent. Ils se sont dit, on a perdu il y a 2 ans, on repère, celle-là, on la repère pas, c'est pas possible. Ouais. Et on l'a, et en fait, c'était ça, tu vois, la génération portugaise de 2016, elle a gagné pour toutes celles qui auraient dû gagner avant et qu'on rien gagné, quoi. Exactement ça. Et puis, quelque part, enfin, le destin aussi est magnifique quand on cherche parce que s'ils gagnent dans leur deuxième pays, quoi. Mm. S'il fallait gagner, enfin, quand on repense à l'Euro 2004, c'est Ouais. inexplicable que le Portugal ne gagne pas cet Euro à domicile. En finale, tu joues la Grèce, enfin, que personne n'imaginait ici. Tu perds 1-0 sur un but sur corner. C'était la meilleure équipe de ton histoire en 2004 et tu gagnes pas. Ah oui, c'est sûr. Et au final, tu gagnes en France, dans un pays où l'immigration est tellement forte, l'immigration portugaise est tellement forte, comme tu l'as dit, le stade, il y avait quasiment autant de Portugais que de Français. Mm. Et puis enfin, le scénario est effectivement incroyable, quoi. La blessure de Ronaldo et celui qui marque, c'est Eder, dont j'ai le maillot. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'ai son maillot depuis, évidemment. Et c'est incroyable parce que dans sa carrière, il a mis 2 buts avec le Portugal. L'autre, c'est un match amical contre l'Italie. Ouais. C'est tout ce qu'il a fait avec le Portugal. Sinon, franchement, rien fait. Et il est entré dans l'histoire comme ça. Ah, c'est Enfin, magnifique. Bah, c'est quelque ça qui part, fait c'est beau, dire tu vois. Mais c'est incroyable. enfin, c'était les mecs, ils ont gagné chez eux, quoi. Moi, mon voisin, il est portugais. Bon, il aime pas le foot. Alors, j'ai du bol, moi. Je pars à la campagne, il y a 800 pélos dans mon village. J'ai un voisin portugais. Je me dis, cool, je vais pouvoir parler de foot. Il aime pas le foot. C'est le seul portugais qui aime pas le foot. Et donc, ouais, non, c'est sûr, avec le recul. Sans 2016, il n'y aurait pas eu de 2018. Donc, effectivement, ça pique toujours un peu, tu vois. Mais bon, c'est pour toutes les fois où la France, elle a gagné à l'arrache. Des fois, il y a des trucs qui s'expliquent pas, quoi. Et c'est en ça que le sport est beau. C'est en ça que le sport est beau. Et après, ben, Mm. ouais, ça fait. Ouais, c'était mérité. Maintenant, à voir. Fallait que Cristiano, il ait un titre avec le Portugal. Maintenant, on verra ce que va donner la Coupe du Monde. D'ailleurs, je voulais te demander, toi, est-ce qu'il y a ton rapport avec la Coupe du Monde qui arrive, et est-ce que tu ressens une hype ou est-ce que pour toi c'est comme d'hab ou pas? Non, pour moi, enfin, je pense que pour personne, enfin, il y en a peut-être certaines exceptions, mais je pense que c'est très difficile de sentir, comme d'habitude, l'approche de cette Coupe du Monde. En tout cas, moi, en tant que journaliste, en plus, je me rends compte que en fait, on va enchaîner donc en tant que fan de foot, mais aussi en tant que journaliste. C'est-à-dire que tu as une semaine entre la fin des championnats et la Coupe du Monde. Ouais. Donc, déjà, les fans de foot, au moins, ils ont quand même quelques jours un peu pour digérer, pour changer un petit peu d'état d'esprit. Mais en tant que journaliste, tu as encore moins le temps parce que, en fait, tu es déjà t'es Ouais. déjà censé travailler là sur la Coupe du Monde. Tu es déjà censé préparer des choses, préparer des articles, préparer des grandes choses, des grands sujets. Sauf que là, bah, tu as tout le temps du foot, tu as du foot tous les 3 jours, encore plus qu'avant, Hmm. parce que le calendrier est un peu resserré. Donc c'est d'autant plus compliqué de se préparer mentalement à la Coupe du Monde.
sans parler du contexte assez particulier parce que c'est au Qatar et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur les droits humains, tout ça, sur le contexte écologique. Il y a énormément de polémiques à ce niveau-là, donc c'est pas non plus ce qui donne très envie de se mettre dedans. Donc c'est... Non, moi franchement, j'avoue que j'ai un peu du mal pour l'instant à entrer dans la Coupe du Monde. Quand la compétition sera lancée, je pense que ce sera plus facile. Mhm. Euh, faut juste pas supporter une équipe qui va s'arrêter en phase de poule, sinon vraiment ça aurait été très très bref. Mais ouais, c'est assez particulier par rapport à 2018 ou même à 2014. Moi, je me souviens, c'est l'année où je passais le bac. Autant j'avais quelque chose au niveau de mes études qui aurait pu me perturber, mais je sentais vraiment cette montée d'adrénaline, ce sentiment particulier. Tu sens que ça va être la Coupe du Monde. Ouais. En plus, moi, je fondais d'énormes espoirs sur cette Coupe du Monde parce que je me disais, Ronaldo, il est dans la fleur de l'âge, c'est maintenant, il est à son top, c'est au Brésil, c'est pas chez nous, mais c'est le pays où on se sentira le plus chez nous pendant une Coupe du Monde. Je me disais que les planètes allaient peut-être être un peu alignées. On est sorti piteusement en phase de poule, ça a été une catastrophe. Mais voilà, par rapport à ces Coupes du Monde, ouais, je préférais en tout cas l'approche avant ces moments-là. Là, 2022, c'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, c'est ultra bizarre. Alors en plus, ce podcast sortira certainement en fin de Coupe du Monde. Donc notre discours résonnera d'autant plus fort. On verra où on en est. Moi, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai aucune hype, d'autant plus que, bon, en tant que supporter de l'équipe de France, automatiquement, ça fait peur. Mm. Euh, on dit que c'est comme s'il y avait une catastrophe qui arrive. Alors j'espère me tromper, hein, mais bon, c'est une Coupe du Monde que je sens absolument pas. Tu vois, étonnamment, par contre, le duo Euro 2024 en Allemagne et Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique, ça me branche. Ça, tu vois, on me parle de ça, je suis beaucoup plus hypé que la Coupe du Monde qui est dans 2 semaines, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est assez compliqué, ouais, hein, d'autant plus du point de vue du journaliste, quoi. C'est sûr et certain que c'est particulier. Puis une Coupe du Monde en hiver. On dira ce qu'on voudra, mais le côté estival de la Coupe du Monde, enfin, ça joue, quoi. Bah C'est, ouais, ouais, clairement. Après, enfin, je sais pas, je veux pas non plus trop avoir un point de vue entre guillemets euro-centré où oui, certains peut-être que la Coupe du Monde en été dans d'autres pays ça leur plaît moins et voilà, mais effectivement là c'est un peu bizarre, mais vraiment le côté en fait le foot qui ne s'arrête pas actuellement, qui est ultra dense. En plus moi qui travaille un peu sur du basket aussi, là j'ai ouais. vraiment ce sentiment que c'est l'actualité est débordée. Enfin, je le sens vraiment sur les semaines de Ligue des Champions, de Ah, Ligue c'est Europa et tout, incroyable. C'est où incroyable. il y a tellement de choses en fait, il y a tellement de choses à faire, d'articles à écrire, de contenu à préparer, et t'as pas du tout le temps de penser à la Coupe du Monde, à te dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour la semaine qui précède la Coupe du Monde et tout. Et vraiment, tu sens que tu vas entrer en fait, tu vas à peine sortir d'un train que tu vas monter dans un autre pour aller dans une autre direction, quoi. Ça va aller super vite. Et c'est vrai que ça, en tout cas, là pour le coup, si je parle juste du point de vue journaliste, ouais, c'est pas les conditions les plus idéales, les plus agréables en tout cas pour préparer tout ça. Ah bah non, mais c'est sûr et certain, hein. C'est ultra compliqué. Les équipes seront mal préparées. Enfin, ça pue 2002 à plein nez, en fait. Pour Ouais. l'avoir vécu, moi, 2002, parce que toi, t'étais quand même vachement jeune, mais pour l'avoir vécu, bon, les temps ont changé quand même. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, par rapport déjà à la surcharge de match, déjà ça faisait débat de partir jouer directement dès le 31 mai une Coupe du Monde, alors que tu as ton championnat, la Ligue des Champions, ça s'est terminé 2 semaines avant, enfin c'était ridicule. Et c'est aussi pour ça que les équipes, elles étaient cramées. Là, ça pue la même chose, en fait, tous les joueurs sont pétés. Alors, il y a un truc que je me demande, est-ce que c'est pas pour faire le complotiste, mais est-ce que là, on voit quand même dans toutes les grosses sélections européennes beaucoup de joueurs se blesser? Ouais. Est-ce que ils se blesseraient pas aussi dans le but de se préserver un petit peu plus en vue de l'échéance, tu vois? Enfin, Ah, mais faire semblant entre guillemets, tu vois? moi, je suis certain qu'il y a quand même une ou deux blessures diplomatiques Ouais. et certains, je pense qu'ils se cachent même pas, qu'ils se reposent. Enfin, j'ai l'impression que Benzema, je crois pas qu'il soit blessé, mais là, Hmm. apparemment, pour un ou deux matchs, il était économisé après son Ballon d'Or. Je pense que clairement, il y en a certains qui sont bien contents d'être au repos sur un ou deux matchs, de prendre moins de Ouais. risques. Et oui, il y en a sûrement, moi je suis sûr qu'il y en a bien quelques-uns qui font des petites blessures diplomatiques, qui disent qu'ils sont forfaits, ils ressentent une petite gêne, c'est pas grave.
pas la peine de prendre des risques. Après, ce qui est fou aussi, c'est qu'il y en a certains qui font absolument pas ça, qui se blessent du coup, Ouais. qui sont vraiment en péril pour la Coupe du Monde. Là, j'ai vu Koundé qui s'est plaint du nombre de matchs il n'y a pas longtemps. J'ai vu que Neuer était incertain. Bon, évidemment, quand ce podcast sortira, on saura ce qu'il en aura été de tout ça. Mais On connaîtra enfin, peut-être les demi-finalistes, ouais, donc peut-être, mais effectivement, mais c'est clair que en termes d'absents, de risques, là, clairement, ça crispe un peu tout le monde. ouais, ouais, ouais. Après, c'est peut-être pas plus mal que ce podcast il sorte un peu tard. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder les choses rétrospectivement. Typiquement, je Mm. m'étais repassé le replay de la finale de la Coupe du Monde 2014, justement, Allemagne-Argentine. Sur YouTube, ça se trouve, hein, c'est justement de TF1. Et où à la fin du match, Arsène Wenger a dit dans 2 ans à l'Euro, on les battra, les Allemands et tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'adore voir ce genre d'anecdote, tu vois. Je trouve ça vraiment trop cool. Et donc oui, on verra si ça se trouve, ce sera une belle Coupe du Monde d'un point de vue sportif, hein, parce que bon, pour le reste, on n'en parle pas de toute façon, et puis, tu sais, enfin, comme tu dis, point de vue eurocentré, je pense même que c'est point de vue franco-français, euh, parce que je pense que dans d'autres pays d'Europe, bon, ils sont un peu moins. Moi, je sais que, enfin, je connais d'autres, je côtoie via la collection de maillots, je côtoie d'autres fans de foot ailleurs en Europe qui, Ouais, eux, on se disent même pas on va boycotter ou pas boycotter. Ils disent c'est une Coupe du Monde, c'est cool, tu vois. Et, ouais. en fait, c'est vrai que, bon, bah, c'est la France, hein, on connaît. Il y a forcément toujours un avis sur les questions politiques et c'est une bonne chose aussi. Mais voilà, t'en as pour qui bah, ils se disent ouais, bah, c'est que moi c'est du foot, c'est la Coupe du Monde de foot et qui arrive à être aussi hypé. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Bon, j'ai préparé pour ma chaîne YouTube. Hein, après, voilà, encore une fois, le podcast sortira après. Et pour le podcast aussi, du contenu spécial bah, football de sélection et d'autant plus Coupe du Monde. Effectivement, aussi pour être un peu dans le thème, comme tu dis, enfin, c'est aussi normal. Mais là, on est dans une période, moi je le vois avec l'UEFA, tout est condensé sur très peu de semaines. C'est assez fou, quoi. C'est assez fou. Mm. Et Ouais, la clairement, bonne, sur le calendrier, c'est calendrier, n'importe. c'est vraiment enfin, assez ridicule. Enfin, tous les joueurs se plaignent, tout le monde se plaint. Bah oui. Moi, je comprends pas trop, mais enfin, si, je comprends très bien pourquoi ça se passe comme ça, Ouais. mais c'est assez malheureux, c'est clair. Après, c'est très facile à dire, effectivement, mais le pouvoir, il est aussi entre les mains des joueurs, quoi. Tous les sponsors et les machins, on dit, ouais, mais il y a tellement de sponsors. Bah ouais, mais les sponsors, c'est vous qui êtes sur le terrain et c'est vous qui faites la loi, quoi. Si vous vous unissez et que vous décidez de dire, non, mais là, on en a plein le cul, tous les internationaux se disent, là, on arrête de jouer pour les clubs, les sponsors n'auront pas leur mot à dire, en fait, tu vois. Alors oui, il y a Mm. des contrats et tout, mais il y a un moment les joueurs ont tellement pour moi, ils ont un tel pouvoir dont ils se rendent même pas compte que Mm. les sponsors ont toujours besoin d'eux à la finale. C'est obligé. Parce que même si ça dure, ça dure, ça dure, on l'a vu avec Mbappé. Et machin, il s'est fait engueuler, les sponsors, ils étaient pas contents, ils ont engueulé la Fédé, mais au bout du compte, c'est lui qui a eu gain de cause pour le truc des droits à l'image. Et il y a une Mm. charte qui est en train d'être écrite et tout, parce que bon, bah, les parties doivent négocier. Mais ça, on dit ce qu'on veut d'Mbappé. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, de faire ça. Qu'il y a un moment, c'est aussi aux joueurs de reprendre Le cas de Mbappé est vraiment le cas de Mbappé est vraiment un excellent exemple sur ce côté-là de faut aller au bout. Alors pour certains, ça peut être une vraie prise de risque et parce qu'en fait, tu vas pousser une fois et on va te mettre un coup de pression pour te dire tu vas te calmer. Et c'est dans ces moments-là justement qu'il faut réussir à résister et où les joueurs, s'ils veulent vraiment se faire entendre, il faut qu'ils aillent au bout des choses, comme le fait un peu Mbappé sur certains points. Effectivement, là, je pense que moi, je suis assez d'accord sur le fait que les joueurs ont un pouvoir dont ils ne se rendent pas compte. On s'en rend peut-être un peu compte sur d'autres sports, je pense notamment à la NBA, où parfois les joueurs arrivent vraiment à faire pression sur des choses en leur faveur et où parfois ça en vient presque à des critiques inverses ou à se dire presque, mais est-ce que les joueurs n'ont pas trop de pouvoir? En fait, c'est eux qui décident de tout, les contrats, ça les engage plus à rien. Il y a un peu ce côté-là. Bon, ceux qui les remettent aussi en question à ce niveau-là, parfois, bah, c'est justement ceux au-dessus que ça arrange pas. voilà. Mais effectivement, Mbappé, c'est le bon exemple s'il va au bout, en fait, c'est lui à la fin qui a le plus de pouvoir, qui a le plus d'influence, et on ne peut pas se passer de lui. Les gens, ils ne Non. pourront pas se passer de Mbappé, les sponsors ne pourront pas s'en passer. Mais après, c'est vrai que ça demande aussi un peu de courage, je pense, et de résister
plein de gens qui vont chercher à mettre la pression et à faire basculer les choses en leur faveur, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus, on est d'accord là-dessus. Alors d'autant plus quand les joueurs prennent des réflexions, que ce soit par les lambda en commentaire sur Facebook, enfin on va dire la ligue, quoi, ou comme des membres du gouvernement qui leur disent vous êtes des footballeurs, restez à votre place et jouez au foot. Mais non en fait, mais absolument pas. Vous acceptez que les joueurs ce soient des objets marketing, vous en achetez les maillots, vous voulez contrôler leur droit à l'image, mais absolument pas en fait. C'est pas comme ça que ça doit marcher, quoi. C'est des sportifs, c'est des Mm. athlètes de haut niveau et leur corps, c'est leur outil de travail. Et si ils ont besoin, ils le savent. Enfin, je veux dire, quand tu as fait du sport, tu le sais que ton corps, il peut pas fonctionner comme ça. Et donc, non, s'ils ont quelque chose à dire, faut qu'ils le disent précisément parce qu'ils font gagner Ouais. beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et que avant de penser au salaire des joueurs, j'en avais parlé avec le valiste, avant de mettre le doigt, de pointer du doigt ce que gagnent les joueurs, pointons du doigt ce qu'ils font gagner. Et Mm. ensuite, la discussion, déjà, je pense, sera beaucoup plus équilibrée. Mais bon, voilà, quoi, c'est le football, ça déchaîne les passions automatiquement. Et quand les gens disent, oui, c'est du football, c'est pas de la politique, mais il n'y a rien de plus politique que le football. Ouais. Il faut vivre sur la Lune pour pas s'en rendre compte, quoi. Et justement, tiens, parlons de passion du foot. Sujet un peu plus léger. Portugal, c'est connu pour sa passion du foot. Alors, bon, tu nous as dit que C'est pas tu as. connu pour grand-chose d'autre, c'est ça? Si, bah, si. Non, non, mais c'est très particulièrement. Enfin, je veux dire, tu vas au Portugal, il y a le drapeau du Portugal partout, le maillot de Ronaldo, il est partout. Enfin, je veux dire, c'est pas des conneries, quoi. Est-ce que, donc toi, tu y vas maintenant régulièrement. Euh, Est-ce que tu le ressens quand tu vas au Portugal? Enfin, en quoi, déjà, quand tu discutes de foot, est-ce que tu parles avec des supporters de Porto, du Sporting, de Boavista, enfin, peu importe. Parle-nous de ça, en fait, de la passion supporteriste au Portugal. Bah, la passion supporterie, je pense que bah, effectivement, tu as cité un peu les clubs principaux, donc il y a un peu des pôles, hein. Évidemment, tu vas pas aller à Porto avec un maillot de Benfica et inversement. Tu vas pas avec un maillot de Porto à Lisbonne. Et à Lisbonne, tu n'as pas pour le coup de rivalité entre Benfica et le Sporting, même si euh, je peux le dire, même si je suis supporter de Benfica, il faut dire ce qui est. Il y a quand même un club qui est au-dessus clairement de l'autre à tous les niveaux, que ce soit en termes de supporters, de prestige ou tout ça, c'est Benfica. Mais effectivement, alors, sur le supporterisme, il y a effectivement de très bons côtés. Moi, je me souviens, même avec des supporters étrangers, où tu as quand même une assez bonne atmosphère. Généralement, par exemple, moi, j'étais allé en 2013 à Lisbonne pour voir un Benfica Fenerbahçe. En termes de supporters, Fenerbahçe, ça Ah, c'est du rigole pas. lourd. Ouais, ouais. Un peu dans tous les sens du terme. Vous pouvez avoir un peu parfois une image assez péjorative des supporters turcs. Et moi, je me souviens dans la rue, j'avais mon maillot de Benfica et il y a un mec de Fenerbahçe, avec un maillot de Fenerbahçe, il est venu et il m'a demandé de faire une photo tous les deux. Il était super content de croiser un supporter de Benfica, de faire avoir fait tout le déplacement comme ça. Et je me souviens que le match s'était super bien passé. C'était une demi-finale retour de Ligue Europa. Alors, les supporters turcs avaient mis une ambiance incroyable. Pas au niveau de celle des supporters de Benfica parce que le stade était plein à craquer, c'était un événement extraordinaire. Mais je me souviens que ce soir-là, ça m'avait vraiment frappé. C'était une des premières fois où j'allais à Lisbonne. C'est le premier match que je voyais à l'Estadio da Luz. Et ça m'avait vraiment frappé sur l'effervescence que ça peut générer. Enfin, après, il a fait toute la nuit sur la place principale de Lisbonne. C'était des milliers et des milliers de personnes qui étaient là. Le stade, c'est 60 000 places. Tout le monde est en rouge. C'était extraordinaire. Et c'est là que tu ressens que tu as un pouvoir de supporterisme qui est quand même extrêmement puissant au Portugal et à Porto aussi. Ils en savent quelque chose. Euh, Tu sens que ça génère beaucoup, beaucoup de passion et que ça mobilise énormément de personnes. Euh, Là-dessus, c'est un des pays qui est clairement très différent de la France, où le foot, c'est quand même moins ancré dans le quotidien des gens. Le sport Tu en peux tout à général. fait Le sport être en général. parisien, par exemple, ou je pense même le sport un peu aussi en général, mais je pense que tu peux être tout à fait, surtout parisien. Alors, par exemple, Paris, c'est le pire exemple. Tu peux tout à fait être parisien et ne pas supporter le PSG. Et même, tu peux être tout à fait être parisien et ne pas aimer le foot. C'est Ouais. limite presque plus le cliché du parisien qui n'aime pas le foot que le parisien qui est supporter du PSG.
Là où au Portugal, c'est quand même assez différent. Aussi des Portugais qui n'aiment pas le foot, hein. Tu vois, as un voisin qui est comme ça, Ouais. et c'est le cas aussi au Portugal, hein, évidemment. Faut pas, enfin, je suis pas toujours fan de l'expression le sport comme une religion, parce que parfois ça peut être un peu exagéré. Vous allez trouver des gens au Portugal qui ne sont pas intéressés par le foot aussi. Mais ouais, tu vas trouver à Lisbonne, et même pas qu'à Lisbonne, tu vas en trouver un petit peu dans tout le Portugal. Tu vas trouver des restos orientés Benfica, Ouais, c'est vrai ça. avec des petits maillots, des petits trucs comme ça. Moi, je suis allé dans le sud, dans l'Algarve, qui est à plusieurs dizaines de kilomètres de Lisbonne. Bah, tu trouves un restaurant Benfica très axé sur le truc, quoi. Mhm. Donc, effectivement, en termes de supporterisme, c'est quand même un beau pays, même si ça a une tendance un peu trop excessive parfois dans la passion et ça peut dégénérer. Malheureusement, les joueurs de Benfica en ont déjà fait les frais d'avoir leur bus caillassé par leurs propres supporters, maisons vandalisées, le Sporting surtout. Certains se souviennent peut-être d'une histoire. Je crois qu'à l'époque, il y avait Slimani qui était au Sporting, il y avait Raphaël Leao. Peut-être certains se souviennent de son transfert très bizarre entre le Sporting, Lille et l'AC Milan. Il y a eu un procès pendant des années, je crois qu'il est encore en cours. Lille l'a récupéré en fait gratuitement du Sporting parce qu'il a rompu son contrat, parce que les supporters du Sporting ont envahi le centre d'entraînement. Donc il y a parfois des histoires un peu compliquées. Malheureusement, le Portugal a beaucoup de mal à lutter là-dessus. Ouais. Mais il y a aussi effectivement de belles histoires et c'est quand même un beau pays si on veut visiter un peu les stades de football, quoi. Ah bah, c'est sûr, moi qui aime. Alors, moi, c'est vrai que si je peux voyager et ajouter une petite touche de sport, foot généralement, même, ou même un peu de rugby, si tu vas Ouais. sur des terres de rugby, puisque c'est mon autre sport, je prends, quoi, tu vois, et j'ai pour projet d'aller au Portugal avec ma compagne, comme on a pu aller en Grèce dernièrement, et où je suis allé voir les stades, voir les boutiques, acheter les maillots et tout, parce que moi, c'est un truc qui me fait vibrer, quoi. Et du coup, en fait, par exemple, si Benfica, par exemple, quand ils sont allés en finale d'Europa League, le supporter du Sporting à ce moment-là, il veut voir Benfica perdre. Il se dit pas le football portugais, nanani nanana. Il veut voir Benfica perdre. Oui, on est plus dans cette idée Ouais, au pays. Et après, je pense que en termes de. Enfin, non, je pense qu'en France, quand même, aussi, on est plus dans cette idée. Moi, je reconnais que je suis pas dans cette idée, je l'assume totalement. Moi, je soutiens totalement le Porto et le Sporting en Coupe d'Europe parce que je pense avant tout au pays. J'ai envie que le foot portugais progresse, soit un peu mis en avant et puisse aller un peu, en tout cas, sur le bon chemin. Moi, je suis totalement dans cette idée, mais c'est ton côté non, français, clairement, au ça. Portugal, on n'est pas trop dans. Ouais, un petit peu, ouais. Après, c'est vrai qu'en France, on est enfin, le côté chauvin au niveau de la France est plus assumé, notamment avec le PSG, même l'OM, Lyon. J'ai l'impression que en France, on l'assume bien, notamment les médias, ils assument totalement. Oui, Au Portugal, c'est quand même moins évident. C'est différent après parce que, par exemple, si on parle en termes de médias, en France, en gros, on a l'équipe et c'est tout. On a un seul quotidien sportif. ouais. Au Portugal, il y a trois quotidiens et ça parle que de foot, quoi. Et c'est en fait ces trois quotidiens et c'est un peu chacun son club. C'est pas officiellement le cas. C'est peut-être pas aussi marqué qu'en Espagne où tu as vraiment presse madrilène, presse catalane, mais tu as trois quotidiens et c'est un peu un pour Benfica, un pour Porto, un pour le Sporting. Et ça assume quand même assez bien le côté je choisis mon club et c'est le club avant le pays, quoi. Ouais, ok, d'accord. Mais en fait, moi, voilà, c'est ça qui me. Ça me fascine, en fait, autant ça, donc la passion dans les autres pays, et puis aussi, comme j'ai pu te le dire en off, la binationalité, puisque je pense que c'est pareil. Chaque, entre guillemets, binational a son parcours, a ses origines. T'en as certains qui se sentent chez eux dans le pays, entre guillemets, d'adoption et qui ont pas trop de lien avec le pays d'où sont originaires leurs parents. T'en as d'autres qui, au contraire, vont s'inscrire dans une rivalité. T'en as d'autres qui, par exemple, s'il y a un franco-portugais qui va être pour le Portugal en France et pour la France au Portugal, par esprit un peu de contradiction. Donc Mm. c'est toujours un peu marrant de voir ça. T'en as aussi qui ont des origines un peu italiennes et comme ça fait un petit peu un petit peu lascar, tu vois, du coup ils vont Ouais. le mettre en avant. T'as plein de trucs comme ça. Et t'en as qui aiment les deux équipes de façon égale et qui tu leur demandes de choisir, c'est comme choisir entre leur père et leur mère. Mm. Donc ouais, je voulais vraiment parler de ça en fait parce que du coup je trouvais ça intéressant et d'autant plus que tu viens d'un pays où le football c'est bah comme tu dis c'est pas une religion mais presque quoi, c'est limite un culte quoi. Il y Ouais. a peu de pays en Europe où c'est plus fort qu'au Portugal, tu vois.
alors, plus fort et dans la mesure du raisonnable, parce que tu as des pays où c'est tellement fort que c'est quasi systématique, systématiquement dangereux, tu vois. Ouais, Mais ouais, je trouvais ça hyper intéressant. Et pour boucler sur les médias, justement, je reviens un peu là-dessus, mais parle-nous du Club des 5 d'ailleurs, parce que c'est un autre projet dont ouais. on n'a pas parlé. Vas-y, je te laisse nous expliquer ce que c'est. Bah, pour le Club des 5, ceux qui connaissent pas, bah, vous pouvez vous abonner déjà à leur chaîne YouTube. Donc, c'est une émission. En fait, c'est un projet qui vise à parler des 5 grands championnats européens, d'où le nom le Club des 5. Et donc, c'est essentiellement des talk shows, en fait, des émissions de débat, de débrief plutôt de matchs. Après une soirée Ligue des Champions, après un samedi européen où il y a eu des matchs en Ligue 1, Bundesliga, en Serie A, etc. Donc c'est une émission alors avant tout de débrief de matchs comme ça, mais qui fait aussi d'autres contenus un petit peu sympas. Donc c'est une émission qui a vu le jour un peu comme Ultimo Diez, non un petit peu après Ultimo Diez d'ailleurs, je crois en 2018 si je dis pas de bêtises, et que moi personnellement j'ai rejoint en 2019, en fin d'année 2019. Où aujourd'hui, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 3 ans du coup que j'y suis et où je suis aujourd'hui rédacteur en chef. Et donc voilà, c'est un projet là aussi un petit peu dans le même style d'Ultimo Diez. C'est un peu pour ça que j'avais rejoint parce que ça dégage un petit peu la même vibe, on pourrait Mhm. dire. Ouais. Ce côté de médias indépendants qui un petit peu niche par moment donné et qui parle juste de foot par passion, mais qui vise aussi à se professionnaliser, à être vraiment bien structuré, à être un vrai média au sens propre. Euh, donc voilà, c'est un média pour lequel moi je bosse, ça fait 3 ans et pour lequel aujourd'hui je suis très bien et où je fais des choses où je me reconnais autant que je me reconnaissais, je pense, à Ultimo Diez. D'accord, ok. Donc ça, c'est pareil, c'est bénévolement que tu fais ça. C'est bénévole, ouais. Alors, c'est de moins en moins bénévole Ok. pour être précis. C'est un peu en voie de se professionnaliser. C'est un peu compliqué aujourd'hui de donner vraiment les contours précis, exacts à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu en train de franchir un cap que peu de médias ont fait, que des médias ont déjà réussi à faire en partant de ce point-là. Mais là aussi, comme Ultimo Diez un petit peu, c'est un média qui est parti de zéro, qui a dû un petit peu trouver des partenaires, des gens pour le soutenir, pour vraiment exister et à un assez bon niveau et ne pas être trop bancal. Mais c'est un média aujourd'hui qui est vraiment en voie de professionnalisation et qui tourne plutôt bien. Bon, bah, c'est cool, c'est cool. Je t'avoue, la toute première fois que tu m'en avais parlé, je me suis dit, avec un nom pareil, ça doit être un truc de basket. Et non. Et non. Ouais, donc en fait, il y a le côté Ultimo Diez, mais avec le côté peut-être un peu plus axé sur des championnats connus. Et donc, automatiquement, peut-être un peu moins difficile de trouver des partenaires, j'imagine. Euh, Un petit peu, après, c'est vrai que pour le coup, bah, tu vois, sans même peut-être faire exprès, mais tu viens de mettre le doigt sur un sujet très intéressant, sur le côté niche, mais pas trop. C'est-à-dire que quand tu es un petit peu trop niche, bah, ça peut être compliqué aussi d'intéresser des gens, donc de marcher, donc de faire de l'audience, et donc forcément bah, de réussir, de te professionnaliser et de trouver des partenaires. Ça, je l'ai bien vu avec Ultimo Diez, où j'avais accès aux audiences parfois. Et je pouvais aussi le remarquer au Club des 5, où selon quelles équipes on parle, hein, on ne fait pas forcément la même audience, on ne fait pas les mêmes chiffres. sûr. Et il arrive aussi à un moment donné où le côté niche, ça peut être très sympa et très épanouissant parce que tu parles de choses vraiment qui te parlent, qui peuvent être un peu authentiques parfois, mais ça peut être aussi difficile parce qu'en fait, bah, si les audiences ne sont pas au rendez-vous, tu finis par un peu te résigner. Bah ouais. Et au Club des 5, on a pu remarquer parfois que il y a des clubs, ça fait vraiment pas parler, et pourtant on insiste et on reparle d'eux et on reparle d'eux et ça prend pas forcément. Et il y a des clubs, tu dis juste ils ont gagné et tout le monde débarque, tout le monde est là pour regarder et tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. Mais effectivement, tu es obligé d'être un petit peu moins niche avec le temps, tout en restant évidemment, en essayant de rester le plus authentique, le plus précis, je dirais, le plus juste possible dans ce que tu traites, Hmm. quoi. Ouais, c'est ça, trouver le juste milieu entre, ok, bon, bah, là où à l'époque on accordait 50-50 entre le club mainstream et le club qui n'attire personne,
ne pas enterrer l'autre, mais essayer de trouver la balance pour que ben ouais, ton Mm. média continue de marcher et puisse percer, quoi. Ouais, ouais. Bon, du coup, je mettrais ça pareil, hein, Et le top des 5. de manière générale, d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose aussi de présent un peu chez les médias mainstream, en fait, Mhm. où les contenus les plus poussés, les plus développés et peut-être les plus intéressants, c'est rarement ceux qui vont faire le plus d'audience. Ceux qui vont Ah, faire le plus mais d'audience, c'est juste dire Mbappé veut quitter le PSG comme l'a écrit l'équipe. Ça c'est une explosion de l'audience, c'est super rapide, c'est facile à faire. Par contre, les travails de fond que tu peux faire, c'est moins ce qui va rapporter. Mais en fait, généralement, tu vas faire ces trucs très mainstream qui vont te rapporter de l'audience, qui vont intéresser vraiment les gens. Tu le fais et en fait, tu t'achètes un peu du temps pour faire ensuite ce Mhm. qui peut-être toi te parle le plus, dans lequel comment on dit, dans lequel tu te ressens, dans lequel tu t'épanouis le plus. Mhm. Euh, J'avais un mot en tête, mais j'arrive pas à le retrouver. Mais en fait, dans le côté de vraiment de s'acheter du temps pour pouvoir faire des choses vraiment pertinentes, intéressantes, les gens vont malheureusement moins les regarder. Mais en tout cas, ça permet de faire ces choses-là ensuite, quoi. Mais ça, ce que tu dis là, c'est ultra intéressant et c'est une la palissade quasiment. Enfin, tous les youtubeurs, tous les créateurs de contenu écrit, oral, vidéo, peu importe, te le diront que leur contenu préféré, c'est ceux qui ont le moins fait d'audience. Je l'ai Mm. vu sur ma chaîne, les maillots et les vidéos, les maillots que j'ai préféré présenter, les vidéos que j'ai préféré tourner, c'est celles qui marchent le moins. Euh, mais parce qu'en fait, nous, on est des passionnés. Et donc, du coup, les vrais passionnés, normalement, s'intéressent pas à ce qu'il y a en surface, s'intéressent beaucoup plus à ce qu'il y a au fond. Mais le fond, il n'y a pas grand monde qui y va. Ça fait un peu cliché de le dire, mais c'est une façon imagée, en fait, d'expliquer pourquoi les gens qui. Voilà. Et alors, tu as mentionné l'équipe. Je pense que eux, clairement, ils ont leur choix, il est là. C'est que eux, par contre, ils sont tributaires de l'audience et ils forcent sur que ce qui est mainstream. Il n'y a plus de place quasiment il n'y a plus de place du tout, même je trouve, à mon goût, je parle de l'équipe, la chaîne, l'équipe. Euh, il n'y a plus de place Ouais. accordée à ce qui d'habitude intéresse peu de monde. Je vais pas dire n'intéresse personne, mais intéresse peu de monde. Tu vas regarder les sujets, l'équipe du soir, l'équipe de machin, l'équipe de bidule, parce que ça change de nom toutes les 6 semaines. Euh, tous les thèmes, des fois, il va y avoir une dizaine de matchs sur une soirée avec des équipes, puis pas des équipes de merde, tu vois, mais genre l'Ajax, Mm. Dortmund, ce genre d'équipes, Ouais. Naples, des équipes qui intéressent du monde, qui sont intéressantes à suivre. Et ils vont te faire 46 thèmes sur un match parce qu'il y avait le PSG ou machin. Et malheureux, enfin, c'est ce qui marche. Donc, ils le font pour ça. On le sait, ça, c'est pas un secret. Moi, c'est ce qui, sur le long terme, m'a complètement fait couper de cette chaîne. C'est que avant, encore, il y a encore 6 ou 7 ans, j'ai regardé régulièrement, je manquais rarement l'équipe du soir parce que je trouvais que ça parlait quand même. C'était un peu plus varié, tu vois ce que je veux dire? Et que là, maintenant, je trouve que c'est devenu littéralement n'importe quoi. Mm. Quelque part, c'est bien qu'il y ait des médias un peu indépendants, voilà, qui parlent pas d'autre chose, quoi, tu vois, qui restent un petit peu, qui donnent leur point de vue sur les choses mainstream, mais qui sont aussi là pour, comme tu dis, et l'idée de se dégager du temps, enfin, ça me fait marrer ce que tu dis, parce qu'on en parlait justement avec Nicolas, que Romain Molina, une fois, avait expliqué que il faisait des fois des vidéos un petit peu dont il savait que ça allait marcher pour attirer les gens vers les trucs un peu plus mineurs, tu vois. Ouais. Alors, bon, on n'est pas là pour parler de Romain Molina, mais de la stratégie, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et au rugby, tu as ça, en fait. Au rugby, tu as ça, tu as des fois ce qu'on appelle, tu vas renvoyer, tu vas dégager le ballon, tu vas aller chercher une touche, précisément, tu vois, la solution de facilité, tu vois, pour aller le plus loin possible, pour te donner le temps de respirer, de te dégager, d'envisager ta prochaine action, etc. Ouais. Et et ce que tu dis, c'est très vrai, quoi. Tu fais des gros papiers, tu dis, OK, là, j'ai calé ça, ça, ça. Comme ça, entre deux, c'était pas trop dur à faire. Comme ça, entre deux, je vais pouvoir travailler sur le truc le plus construit. Et tu Exactement. vas, et tu vas aller viser, là, tu vas aller viser, pour le coup, une audience qui te ressemble plus à toi, tu vois. Ce qu'on va appeler une communauté, Mm. plus que des suiveurs, plus, voilà, des gens qui se reconnaissent vraiment dans ton travail, quoi. Tout à fait, ouais, c'est ça. Dans ton travail de fond. OK, OK. Bon, bah écoute, en tout cas, on a fait le tour de tout ce que je voulais aborder par rapport aux médias. Et donc, je t'avais demandé en amont de cette vidéo, ce que je demande et ce que je vais demander à tous mes invités, de réfléchir à ta définition du maillot. Le maillot, pour toi, c'est quoi? Bah,
Pour moi, le maillot, c'est juste le vêtement que tu vas mettre en fait pour sortir comme ça, avec lequel tu vas traîner. En fait, je trouve que c'est un vêtement sincère. En fait, enfin, moi, j'aime bien voir des gens juste qui sont dans la rue, et peu importe leur âge, leur sexe, en fait, peu importe, c'est juste voir des gens avec un maillot de foot, je trouve ça toujours sympa. Ça peut être des jeunes, ça peut être un homme de 50, 60 ans. Moi, j'aime bien, et moi, j'aime bien juste sortir tranquille, mettre un maillot de foot. Enfin, bon, en termes de maillot, pour ceux qui regardent la vidéo, ils voient déjà que j'en ai deux, trois, et j'en ai plein. Pas juste les clubs que je supporte, mais ça peut être, par exemple, j'ai des maillots du Brésil que je trouve très très beaux. C'est un pays que j'aime bien en plus. J'ai des maillots, je sais pas, du Real Madrid, de l'Atlético de Madrid. J'ai des maillots de River Plate. J'ai du maillot de Manchester United, PSG, Inter Milan. Et juste, ça peut être des maillots qui me parlent, qui m'inspirent. Et pour moi, juste la définition du maillot, bah, c'est le vêtement que tu mets, le vêtement qui est sincère, qui transpire juste le fait que tu cherches pas à bien t'habiller. Quand tu mets un maillot, tu te dis pas attention, je mets une petite chemise, élégant. Non, juste après un maillot, tu es à la cool, en fait, tu es à la détente. Pour moi, c'est un peu ça. Et moi, c'est même un maillot que parfois, selon là où je vais bosser, parfois je vais bosser avec un maillot de foot, quoi. Cool. Bon, dans mon milieu aussi, parce que ça passe un petit peu plus, hein, si on travaille dans une banque, c'est un peu compliqué. Oui. Mais, mais c'est un truc que je me permets parce qu'en fait, c'est un vêtement avec lequel tu te prends pas la tête, et c'est comme ça que j'essaye d'aborder un peu le quotidien aussi, quoi. Donc pour moi, pour moi, c'est ça, tout ce que représente un maillot. Super, super. Ça rejoint un peu ce que je dis toujours du maillot, il unit tout le monde en fait et il unit toutes les entités qui font une équipe, un club ou une institution et que les joueurs vont passer, les fans vont passer, les présidents vont passer, tout va passer, mais le maillot lui il restera en fait. Ouais, Ad vitam tant que le club sera là, il y aura le maillot pour le représenter et qu'il incarne toutes les générations, qu'il incarne tout. Et je suis assez d'accord. Et alors d'autant plus pas forcément en France, mais d'autant plus dans les autres pays, t'en vois beaucoup plus. Je me souviens d'un un petit voyage qu'on avait fait à Londres un week-end avec des potes quand j'étais encore à la fac, comme j'étais en Normandie. En fait, Brittany Ferries, ils faisaient ça. Tu partais, tu faisais une traversée de nuit du vendredi de la nuit au samedi matin. Tu avais un car qui te récupérait pour te déposer à Londres. Tu faisais une journée à Londres et tu faisais la même sens inverse du samedi au dimanche. Tu rentrais en France et en fait, tu avais passé une journée shopping à Londres pour genre 80 balles. Tu vois, c'était vachement cool. ouais. Et une fois, on l'avait fait, c'était les éliminatoires de la. Quand la France avait joué contre la Roumanie, là où Gourcuff, il met un but de ouf. Hmm. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, si je dis pas de bêtises. Donc septembre 2009, quelque chose comme ça. Et en gros, il y avait l'Angleterre aussi, logiquement, qui jouait. Et dans la rue, tout le monde avait un maillot de l'Angleterre. Et des mamies, des gamins et tout. Et je trouvais ça trop, trop bien, quoi. Ouais, Tu l'aurais pas vu en France, en fait. La France joue, et heureusement que de ces dernières années, pour la France, il y a les Irréductibles français qui ont créé un COP, et du coup, depuis une petite dizaine d'années, le Stade de France, c'est plus le mouroir que c'était avant. hmm. Mais il y a quand même un truc qui se crée petit à petit, mais là-bas, c'est en eux, quoi. Et puis, j'imagine, enfin, au Portugal, c'est la même chose. Je pense dans les autres pays vraiment de foot, c'est la même chose, quoi. Tu te balades et tu vois les gens avec le maillot, tu le regardes, quoi. Tu vois, tu te retournes, tu regardes le maillot, tu dis, tiens, est-ce qu'il y a un joueur derrière? C'est super cool, quoi. Et, euh, Ouais. et du coup, t'avais un autre maillot à nous présenter ou pas? Parce que tu nous dis que t'en as beaucoup. Non, alors j'ai pas forcément d'autres maillots sur moi, mais voilà, ceux qui regardent la vidéo peuvent en tout cas admirer ceux qui sont déjà accrochés chez moi. Ouais. Là, ils ne le voient pas parce que la caméra n'est pas tournée, mais il y en a aussi un de marquement à mon cœur. Et puis après, après, là, tu vois, en fait, on parle que de maillot de foot, mais pour moi aussi, là, il y en a un accroché derrière moi. C'est un maillot de basket de Vince Carter des Toronto Raptors en NBA. Les maillots de basket aussi, ça me parle énormément. Là aussi, c'est juste la simplicité. Où parfois il y a un côté un peu authentique. C'est ce que j'aime bien dans certains maillots où ils peuvent respirer une certaine époque. Un joueur qui lui aussi dégage peut-être quelque chose de particulier, qui peut être un symbole. Donc il y a aussi ce côté-là. Et pour moi, c'est un petit peu tout ça des maillots. Je dirais pas que je suis un collectionneur, Ouais. mais j'adore toujours quand je tombe sur un maillot un petit peu original,
un petit peu joli. Moi, au final, il y a beaucoup de maillots en fait que j'ai récupéré même par de la famille. Ouais, Ça peut être un cousin qui en fait avait des maillots qui traînaient, qui voulait pas forcément garder. Oh bah je récupère ça. Oh, ce maillot du Brésil bleu, il est magnifique. trop Oh, bien. ce maillot de Arsenal, oh là là, époque Thierry Henry, génial. Ce genre de choses quoi. Et, euh, et ce genre de choses que ça véhicule pour moi. Et enfin voilà, j'avoue que j'ai toujours un attrait pour les maillots et j'aime beaucoup traîner typiquement chez moi avec un maillot comme ça, en toute simplicité en fait. Trop cool, trop cool. Bon, bah écoute, c'est trop bien. Une dernière chose, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cet entretien qui était super cool. Je veux savoir s'il y avait une chose, si tu devais retenir une chose qui t'énerve dans le football. En règle générale, que ce soit football amateur, football pro, sur le terrain, hors du terrain, est-ce qu'il y a une chose qui t'agace? Euh, une chose qui m'agace, en soi, il y en aurait plusieurs, hein, je pense, mais une chose qui peut m'agacer, ouais, je pense que ce qui ressort, ça serait un peu la violence qui peut être physique ou verbale. Bon, physique, c'est quand même finalement assez rare, mais même verbal ou le côté provocation, mais vraiment dans la confrontation, de chercher de l'animosité, tout ça. Enfin, pour parfois essayer de m'ouvrir en tout cas à d'autres sports, le basket surtout, mais pas que. Je me rends compte à quel point le football, en fait, le côté un peu violence, il est quand même vachement présent, surtout au niveau professionnel, même aussi un petit peu amateur. Mais en fait, deux joueurs qui ont une confrontation un peu physique, qui se mettent front contre front, c'est devenu, je trouve, très habituel. Il est devenu, je sais pas, c'était peut-être déjà aussi un peu le cas finalement dans les années 70. Je ne connais pas par cœur le football de ces époques-là, mais je trouve que c'est très présent, alors qu'il y a d'autres sports où il y a ce genre de scène, ça n'arriverait jamais. Euh, Sans même parler forcément, je sais pas, du judo ou de ce genre de sport où là, on est hyper rigoureux, hyper respectueux de tout le monde. Mais je sais pas, je trouve que par exemple, dans le handball, c'est pas très commun d'avoir deux mecs qui s'embrouillent, qui s'affrontent, qui Mhm. s'invectivent. Et je trouve que parfois, c'est vraiment inutile, que c'est trop dans enfin, que ça bascule presque dans la comédie, d'essayer de toujours en rajouter sur le moindre coup, de chercher un petit peu la petite bête, de contester auprès de l'arbitre. On sait qu'il n'y a pas à contester, mais on met la pression. C'est devenu ancré. Je pense que c'est des choses dont des fois on pourrait se passer, qui sont pas nécessaires, qui sont vraiment que dans l'esprit de gagner, gagner, gagner à tout prix, et qui en fait parfois, voire même trop souvent, amènent des choses négatives. Et enfin, je trouve que le football, il n'est pas agréable à suivre dans ces moments-là. Et c'est ce qui amène aussi des dérapages qu'on a pu avoir parfois en France. Pas qu'en France, mais je pense à des débordements en tribune. Je me notamment souvenir d'une fois, je crois que c'était d'un Bastia-Lyon qui m'avait beaucoup choqué, où Mhm, mhm. Je m'en souviens. c'était monté en température, mais n'importe comment. Le match Ouais. avait été interrompu. Enfin, parfois vraiment de manière ridicule et inutile. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, mais il y a d'autres aspects, mais je pourrais en parler malheureusement assez longtemps, je crois, sinon. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je me souviens de ce match-là. En plus, c'était parti en sucette dans des deux côtés. C'était vraiment absurde. De toute façon, en fait, après, moi, c'est ma théorie, mais généralement, les très grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football, ils n'étaient pas comme ça, en fait. Et je pense qu'il y a Mm. une corrélation quelque part. C'est quand tu es capable d'être focus sur juste le sport et pas t'égarer dans les provocations à la con, les violences à la con, etc. Tu as beaucoup plus de chances d'être un grand ou un très grand. Enfin, il n'y a qu'à voir Benzema, tu vois, qui te le dit, qui te dit, mais pourquoi aller réclamer un penalty? Pourquoi aller faire ci? Concentre-toi sur ton match. En fait, ça sert à rien. C'est exactement, j'étais en train de penser à Benzema et c'est vrai que à chaque fois j'y réfléchis et j'ai aucun souvenir d'une image de Benzema qui ne serait-ce un échange un peu virulent avec un mec. Aussi parce que, comme il l'a dit lui-même, j'imagine que tu l'as lu dans son interview à l'équipe après le Ballon d'Or, enfin dans son interview à France Football, mais où il explique, on lui a demandé en fait s'il y a des joueurs encore aujourd'hui qui le cherchent un petit peu, qui lui mettent des coups. Et il dit qu'aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus aussi parce qu'ils le connaissent et Mhm. qu'ils savent que lui, il n'est pas dans ce jeu-là, qu'il va jamais être comme ça, qu'il va pas répondre. Et que finalement, c'est assez respectueux. Et lui, il entre jamais dans ce jeu-là parce que enfin, pour lui, c'est pas ça le foot. Et moi, j'adore sa vision à ce niveau-là. C'est exactement ce que je ressens. Enfin, mettre des coups, ok, des fois, tu peux être un petit peu énervé sur un moment, un petit peu d'animosité, ça peut arriver. Mais je pense, je veux pas déclencher de folie ou d'énervement autour de Neymar, mais c'est typiquement le genre de joueur.
dès qu'il peut mettre un petit peu d'huile sur le feu, mais il y va, il Ouais. vide la bouteille d'huile, quoi. Il y va à fond et enfin, très vite, ça part dans les tours pour rien, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, enfin, Neymar, les joueurs comme Neymar ou Anthony, ils incarnent ce que j'aime pas dans le football. Donc, peut-être après, voilà, c'est un tout autre débat de toute façon. Mais, mais oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, totalement d'accord avec toi et totalement. S'il y avait plus de Benzema là-dessus, il y a aussi une compile qui est trop cool à regarder de Carles Puyol, tu vois, en plus de ses sauvetages de malade, de Tout à lui qui fait, ouais. sépare, genre il est victime d'une faute, t'as tous ses coéquipiers qui vont foutre le bordel, sans prendre à l'arbitre. Alors moi, le rapport avec les arbitres, c'est pareil, mais à quel moment, tu vois, tu vas te mettre tête contre tête avec un arbitre ou tu vas l'insulter comme Kim Pembe, il a pu faire. Mais mes arbitres, enfin moi là, je pète les plombs, quoi. Enfin moi là, c'est impossible, quoi. Et, Son- et effectivement, Carles Puyol qui va lui-même séparer ses coéquipiers en disant mais ça sert à rien, allez vous replacer et c'est bon, tu vois. T'as peut-être l'image en tête de Pouyol qui, une fois, s'était fait embrouiller, je crois, même je me demande si s'était pas fait cracher dessus ou quelque chose comme ça. Et c'est Ronaldinho qui est venu, qui a voulu embrouiller du coup le mec qui embrouillait Pouyol, qui était Ronaldinho, pourtant vraiment pas le genre à Ouais, chercher des problèmes, qui voulait presque se battre avec le mec. Et c'est Pouyol qui lui disait non, 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 ne rentre pas là-dedans, je m'en fiche, ne t'inquiète pas. Et effectivement, Pouyol, autant c'est un joueur, quand j'étais petit, j'avais une image négative de lui, il me frustrait beaucoup, il m'énervait. ah ouais, Peut-être aussi parce qu'il était très fort, ouais, mais aussi parce qu'il jouait dans le Barça qui affrontait un peu le Real de Ronaldo. Donc, ouais, les gens peuvent s'en douter. Un maillot qui est derrière moi, pour ceux qui regardent la vidéo, un Barça où j'étais grand fan, grand amoureux, et en plus il va dans une Espagne qui m'a aussi beaucoup frustré en tant que Portugais. ouais. Mais c'était typiquement le genre de joueur Carles Puyol, effectivement exemplaire et extraordinaire dans son approche à ce niveau-là. Ah oui, oui, c'est sûr. Moi, c'est après, c'était pas le plus skill hein, au niveau des défenseurs. Typiquement, tout à l'heure, quand je citais les mecs qui avaient pas trop de talent intrinsèque, mais qui ont bossé pour percer, lui, il en fait partie, quoi. Typiquement, je pense que à la Masia, quand il était jeune, pas beaucoup auraient dit que lui, il ferait cette carrière-là, qu'il serait Ouais. champion d'Europe, champion du monde, qu'il aurait trois Ligues des Champions. Ouais, trois Ligues des Champions à son palmarès. Mais ouais, voilà, comme quoi le travail et puis surtout la mentalité. Quand tu t'es focus sur le sport, c'est pas de foutre la merde qui te fait gagner des matchs ou très peu, ça va te faire gagner un match une fois de temps en temps, mais tu vas t'égarer très vite. Donc ça, c'est dans tous les sports, comme Ouais. tu dis. Seb, je te remercie beaucoup de t'être prêté à ce jeu, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait super plaisir. Peut-être que d'ici un an ou deux, on pourra faire un épisode pour voir où tout ça en est. Mais en tout cas, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour, euh, pour conclure Non, l'épisode? bah, juste merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super cool de discuter avec toi et de partager ça avec le maximum de personnes. Et puis j'espère juste que quand ça sortira, bah, que le Portugal sera encore en Coupe du Monde, hein, soyons fous. Moi, je n'y crois pas beaucoup, mais après tout, on peut se permettre de rêver. Comme dirait un grand nom du journalisme sportif, en tout cas, on te le souhaite. Et, et, eh ben, je vais dire à tout le monde, merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, encore une fois, l'abonnement, très important pour aider le projet à grandir. Sur les plateformes de podcast, les 5 étoiles. Allez suivre le Club des 5, allez suivre Seb sur tous ses réseaux. Il y aura tout en description de toute façon, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire également. Et puis, ben, je vous dis à très vite. Seb, je te garde juste quelques secondes pour débriefer tout ça. Et je dis à tout le monde à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.